Bonsoir. Effectivement, ce soir, nous allons passer une soirée débat orchestrée par Amnesty International. Donc, nous avons plusieurs intervenants. Je vais peut-être les présenter dans un premier temps. Donc, Antoine Deltour, Fabienne Grassler, Cécile Caudriou, vous entendez, oui, Maître Colin et Raphaël Allais. On va commencer le débat sur les lanceurs d'alerte et notamment savoir un petit peu pourquoi Amnesty International s'est lancé dans ce débat et quelle est la position d'Amnesty International en fait face aux lanceurs d'alerte. Je passe la parole à Cécile. Bonsoir tout le monde. Oui, donc je suis Cécile Caudriou, je suis la vice-présidente d'Amnesty International France. Et donc je vais commencer un petit peu à poser le cadre, à vous expliquer quelle est l'action d'Amnesty International dans cette thématique des lanceurs d'alerte. Donc comme vous savez tous, nous sommes un mouvement mondial de défense et de promotion des droits humains, droits de l'homme si vous préférez. Donc c'est tout naturellement par cet angle-là, par cette porte-là si vous préférez, que nous sommes entrés dans la thématique des lanceurs d'alerte. C'est relativement récent, quand on sait qu'Amnesty a plus de 50 ans maintenant. C'est seulement depuis 2009-2010 qu'on a commencé à s'intéresser de près à cette question des lanceurs d'alerte, avec un scandale dont tout le monde a entendu parler. Quand on pense Wikileaks, tout le monde pense d'abord à Julian Assange. Eh bien, non seulement nous avons défendu Julian Assange au nom du fait qu'il avait révélé rien de moins que des crimes de guerre pendant la guerre en Irak et en Afghanistan. Grâce à cette plateforme Wikileaks, il avait donc révélé des informations extrêmement importantes qui révélaient donc des exactions de l'armée américaine. Mais en fait, le vrai lanceur d'alerte, dont on parle beaucoup moins, alors que c'est quelqu'un qui mérite non seulement le respect mais aussi le soutien, c'est le soldat à l'époque Bradley Manning, devenu Chelsea Manning entre-temps, donc pour une question d'identité de genre, aujourd'hui on doit dire elle, lorsqu'on parle du soldat Manning. Donc c'est à cette époque-là qu'Amnesty International a pris position très fermement pour dire que nous avait rendu service, puisque nous-mêmes nous cherchions depuis déjà quelques années à révéler toutes ces exactions pendant les guerres Irak et Afghanistan, et notamment l'armée américaine évidemment. Et donc c'était très important d'avoir des lanceurs d'alerte. Il ne fallait pas les condamner, mais au contraire les défendre. Puis en 2011, on a commencé à entendre parler donc de toutes les persécutions dont était victime ce soldat. Et nous avons pris position très fermement contre la façon dont il était traité. Et on se rend compte que ça a eu en fait un impact sur une autre affaire sur laquelle nous avons encore plus mené campagne, qui est l'affaire Snowden. Et moi je préfère dire l'affaire NSA d'ailleurs. Parce que quand on dit l'affaire Snowden, on dirait que c'est lui le problème, alors que Edward Snowden est le lanceur d'alerte grâce auquel on a pu révéler un scandale planétaire de surveillance, une surveillance mondiale elle aussi, sur Internet. Et donc Edward Snowden est devenu pour l'Amérique l'ennemi public numéro 1. Il est devenu aussi dans le même temps le lanceur d'alerte le plus célèbre au monde. Donc c'est vraiment par ce biais-là qu'Amnesty International a commencé à monter en puissance dans cette défense des lanceurs d'alerte. C'est par le biais de la liberté d'expression d'une part, et comme le titre d'ailleurs, le sous-titre de cette conférence l'indique, c'est liberté d'expression, mais c'est aussi le droit à l'information. Car qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte finalement, en quelques mots? Eh bien, c'est quelqu'un qui, dans le cadre de sa profession, décide un jour, et au péril bien souvent de sa carrière, voire de sa vie, quand il s'agit en Amérique de révélations sur des crimes de guerre qui peuvent tomber sous le coup de l'Espionage Act. Ça peut aller jusqu'à des accusations de trahison et donc la peine de mort. Et malgré cela, certaines personnes, au nom de l'intérêt général, d'un intérêt supérieur, décident de révéler les informations qu'ils ont à leur disposition et qui devraient pour certains, notamment en l'occurrence des gouvernements, rester totalement secrètes. Et le lanceur d'alerte, au départ, agit seul. On parle souvent de la solitude du lanceur d'alerte, et c'est très bien que ce soit les deux témoins qui pourront nous expliquer justement de manière personnelle comment ils l'ont vécu. Moi, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est qu'avec l'affaire Snowden et les contacts qu'on a pu avoir avec lui, on a pu comprendre à quel point cette motivation était extrêmement forte, qu'elle pouvait vraiment déplacer des montagnes en quelque sorte, et que la conscience du risque était énorme, absolument aiguë, et que malgré cette conscience du risque,
Edward Snowden s'est dit qu'il ne pouvait plus se taire, qu'il devait absolument faire connaître au monde entier l'ampleur de ces programmes de surveillance qui avaient été mis en place par la NSA. Donc ce qu'on voit dans lanceur d'alerte, c'est que lui est seul au départ, mais ce qu'il souhaite, c'est une caisse de résonance, notamment à travers les médias, parfois d'autres institutions, et aussi bien sûr des ONG. Dans le cas d'Amnesty International, c'est bien ce qui s'est passé. Et il souhaite une prise de conscience qui, elle, sera collective. C'est-à-dire qu'on part de l'individuel, mais on arrive vraiment vers le collectif. C'est le but premier d'un lanceur d'alerte. Il faut bien donc le distinguer d'un délateur ou d'un traître, même si beaucoup de personnes en Amérique ont été tentées de traiter Edward Snowden de traître. Hillary Clinton elle-même, par exemple. Obama s'est contenté de l'appeler un hacker, donc c'est déjà moins méchant qu'un traître, mais tout de même. Donc cette personne qu'on appelle lanceur d'alerte, pour Amnesty International, doit absolument être soutenue et défendue. Et dans un premier temps, c'est bien sûr le prisme, je le disais, de la liberté d'expression et du droit à l'information, mais c'est aussi, et c'est pas surprenant pour nous, le prisme des droits humains. Donc ce soir, on va bien sûr parler beaucoup de LuxLeaks, mais je tenais à dire dans mon introduction qu'Amnesty International a commencé ce combat il y a quelques années seulement, vous l'avez compris. Ça n'est que le début, ça n'est qu'une première étape, et bien évidemment, on a commencé par se concentrer sur des affaires où il était question justement de révélations, de violations gravissimes des droits humains, de violations qui concernent finalement tout citoyen. Dans le cas de Wikileaks, je l'ai dit, ce sont des crimes de guerre, donc parmi ces crimes internationaux, l'une des définitions, c'est que justement, elles choquent tellement la conscience qu'elles doivent avoir un traitement particulier, à travers notamment la Cour pénale internationale, donc c'est une gravité extrême de ces violations. Et dans le cas de Snowden, l'affaire NSA, donc, ces programmes de surveillance dont je pourrais parler plus tard, si vous voulez, je ne vais pas prendre trop longtemps la parole une première fois, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que les révélations de Snowden concernaient tout citoyen du monde, non seulement tout citoyen américain, puisque ce qu'il a expliqué de la mise en place de ce programme qui s'appelle PRISM, et également des écoutes téléphoniques faites par l'entreprise Verizon, dans les deux cas, c'était non seulement les citoyens étrangers, ce qui est légal en Amérique, mais aussi les citoyens américains, ce qui est anticonstitutionnel en Amérique, qui étaient sous surveillance. Et donc, elle a considéré que c'était son devoir, en tant que patriote, c'est intéressant le paradoxe, parce qu'on l'a traité de traite, mais pour lui, au contraire, c'est au nom du patriotisme qu'il a fait ce qu'il a fait, puisque pour lui, justement, les citoyens devaient être ceux qui devaient décider à quel prix ils voulaient être en sécurité. Et donc cette ampleur des programmes de surveillance l'a absolument terrifié, et il s'est dit qu'il ne pouvait pas se taire, et que la population, non seulement de son propre pays, mais toutes les populations des différents pays du monde qui étaient concernées, elles aussi, par ces programmes de surveillance, devaient être alertées, justement. Et il était, j'en conclue là-dessus, j'insiste là-dessus, parfaitement conscient des risques. Parfois, dans certains débats, on m'a dit, par exemple, oui, mais quand même, c'est un traître, il a trahi d'abord l'entreprise pour laquelle il travaillait, les services de renseignement, donc, mais il a aussi trahi la confiance, finalement, que les Américains peuvent avoir dans la capacité du gouvernement à les protéger contre le terrorisme. Donc ça, c'est l'argument qu'on emploie souvent, et on ajoute à ça, et en plus, il s'est enfui. Sous-entendu, quelqu'un qui s'enfuit, c'est forcément qu'il a tort, quelqu'un qui se cache, c'est forcément qu'il n'est pas aussi clean, si vous me permettez l'expression, que cela. Or, Snowden, qui est quelqu'un qui est extrêmement capable de s'expliquer, de s'exprimer clairement, a très bien dit que c'est justement fort de l'expérience dont il avait été témoin, c'est-à-dire ce qui s'est passé avec le soldat Manning, qui a été, je ne sais pas si vous le savez, mais quand même condamné à 35 ans de prison, qui aurait pu, je le répète, être même condamné à la peine de mort, et qui n'a pas pu faire jouer cette notion d'intérêt général, parce que, justement, il s'agissait d'affaires militaires, et dans le cas de Snowden, d'affaires de sécurité nationale de toute façon. Dans ces cas-là, on ne peut pas dire que c'est au nom de l'intérêt général, on ne peut pas avoir une défense avec un avocat au nom de ce principe-là. Donc il savait très bien ce qu'il risquait, et c'est la raison pour laquelle il s'est effectivement enfui. Il a décidé de quitter le pays pour pouvoir continuer à faire un lanceur d'alerte au carré, si vous voulez, puissance 2, puisqu'en fait, il voulait également continuer d'expliquer aux citoyens du monde
ce qu'il se passait. Il voulait continuer de convaincre tout le monde que la sécurité, oui, mais pas à n'importe quel prix. Et c'est pour ça qu'il a décidé de s'exiler. Et il n'a jamais choisi d'aller en Russie. Il s'est retrouvé en Russie parce qu'il a été bloqué à cause de son passeport qui a été suspendu. Il espérait partir en Amérique latine. Donc il s'est retrouvé en Russie, en exil forcé, on va dire. Et Obama ne lui a pas accordé la grâce qu'Amnesty International demande depuis des années, parce que justement il est considéré comme bien trop dangereux, parce qu'il remet en cause l'un des principes aujourd'hui qui semble absolument inamovible en Amérique, et d'ailleurs parfois en France, on va peut-être en parler, qui est que la première liberté serait la sécurité, ce que Amnesty International ne croit pas du tout. Nous ne croyons pas qu'il faille hiérarchiser entre ça. Et un lanceur d'alerte tel que Snowden, en conscience, s'est dit que malgré effectivement l'obsession mondiale et pas seulement nationale de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, il était de son devoir impérieux que de lancer l'alerte, quels que soient les risques pour lui. Donc ça fait plusieurs années qu'on le défend, on a demandé sa grâce en vain, mais on a beaucoup contribué à ce que son combat soit connu de tous, on cherche à passer ses messages, et d'une manière plus générale, on a pris une position qui consiste à dire que les lanceurs d'alerte, surtout ceux qui, dans notre cas, dénoncent des violations graves des droits humains, devraient être considérés comme des personnes qui, en responsabilité, ont joué un rôle majeur justement dans la société et qu'il convient de les protéger. Et on a commencé à élargir cette prise de position, pas seulement justement dans des cas de violation des droits humains, mais au nom de la liberté d'expression, à tous les lanceurs d'alerte. On considère à Amnesty International qu'ils ne devraient pas être poursuivis par les gouvernements. Donc voilà, j'en termine pour l'instant sur ce cadre premier dans lequel Amnesty International travaille. J'aurai l'occasion après de montrer les différences avec cette affaire LuxLeaks, puisqu'on a à la fois des liens et des différences. Donc je laisse la parole à Anne pour à son tour la passer à nos témoins. Donc effectivement, ce soir, nous avons deux lanceurs d'alerte, à la fois Antoine Deltour et Raphaël Allais. Donc tous deux ont été condamnés. On reviendra sur le plan juridique tout à l'heure, mais tous les deux ont été condamnés en première instance pour avoir rendu public des pages confidentielles sur des pratiques d'optimisation fiscale de grandes entreprises au Luxembourg. Nous, ce qu'on voudrait savoir, peut-être que vous allez un petit peu rappeler de manière condensée en fait votre histoire. On voudrait savoir surtout comment on devient un lanceur d'alerte. Est-ce que c'est voilà, comment on devient un lanceur d'alerte? Antoine Deltour. Donc effectivement, déjà bonsoir et merci pour l'organisation de cette soirée, merci pour votre présence. Je vais très rapidement représenter les grandes lignes, vraiment aller à l'essentiel de cette affaire, parce que peut-être que tout le monde ne la connaît pas. Donc LuxLeaks, en gros, c'est la révélation de rescrits fiscaux, donc c'est des décisions fiscales anticipées, des accords fiscaux négociés par un grand cabinet d'audit, PricewaterhouseCoopers, et d'autres cabinets, parce que tous les conseillers fiscaux ont les mêmes pratiques, pour le compte de leurs clients, qui sont des grandes multinationales le plus souvent, des accords validés par l'administration fiscale luxembourgeoise et qui permettent à ces clients, à ces grandes entreprises, de quasiment totalement échapper à l'impôt sur les sociétés. Et à d'autres impôts d'ailleurs. Et donc l'affaire LuxLeaks a éclaté dans un premier temps avec un reportage Cache Investigation, mais surtout avec la révélation par le Consortium international de journalisme d'investigation, qui est le même consortium qui a par la suite sorti les Panama Papers. Et donc ça remonte à 2014, c'est déjà une affaire un peu ancienne, et donc qui a travaillé plusieurs mois avec des dizaines de journalistes pour présenter un peu, expliquer ce que permettent ces accords fiscaux. Et donc ça a eu un certain nombre de répercussions avec une indignation assez généralisée, parfois hypocrite, mais qui a en tout cas conduit quand même à un certain nombre de répercussions avec la création d'une commission d'enquête parlementaire au Parlement européen et avec un échange automatique d'informations, puisqu'auparavant les tax rulings étaient faits dans une totale confidentialité, ça restait au Luxembourg et personne n'en entendait parler, et depuis le 1er janvier, il y a un échange automatique d'informations sur ces décisions fiscales. Et voilà, l'autre répercussion à un autre niveau, ça a été les poursuites judiciaires, avec donc effectivement
une plainte donc de notre ancien employeur, PricewaterhouseCoopers, contre nous deux, puisqu'on est tous les deux sortis des documents. Donc avec un procès en première instance au cours duquel on a été condamnés à 9 et 12 mois de prison avec sursis. On a tous les deux fait appel, cette peine a été réduite et là on en est à faire cassation, on a tous les deux fait cassation et juste très brièvement, il y a quand même un droit européen qui protège l'action des lanceurs d'alerte et on a été déjà partiellement acquittés pour nos actes. Donc ça, c'était ça les grandes lignes de l'affaire LuxLeaks, avec, on peut quand même préciser aussi que ça contribuer à un contexte favorable à une meilleure protection des lanceurs d'alerte, puisque c'est une affaire qui a été citée un certain nombre de fois pour l'adoption de la loi Sapin 2, et on parle aujourd'hui d'un cadre protecteur des lanceurs d'alerte au niveau européen. Alors c'est pas une conséquence directe des LuxLeaks, mais clairement ça y contribue. Et donc quelles sont les motivations du lanceur d'alerte? Pourquoi se mettre dans une telle situation? Voilà. Alors, moi, en fait, j'étais auditeur, donc j'avais un métier essentiellement comptable. Je m'assurais du caractère sincère et fidèle des comptes des entreprises. Et dans l'exercice de mon travail, je me suis rendu compte de pratiques fiscales que je désapprouvais très fortement. Alors là, je peux citer une dizaine de raisons, et on n'est pas là pour parler de fiscalité, donc je vais aller très rapidement dessus, mais ces décisions fiscales anticipées donc, que j'ai maniées dans mon travail, poser un problème déjà tout simplement de distorsion de concurrence, c'est-à-dire que ces grandes multinationales qui avaient accès à des accords très avantageux, mais auxquels n'ont pas accès, par exemple, des PME. Voilà, donc là, il y a quand même un problème fondamental et qui est extrêmement consensuel, c'est-à-dire que même la Commission européenne lance des procédures pour répondre à ce problème. Après, il y a d'autres questions qui sont la question de l'égalité des contribuables devant l'impôt, et quand cette égalité est rompue, on met en danger le consentement à l'impôt, et ça, c'est vraiment des principes démocratiques fondamentaux. Et donc effectivement, moi, ça me posait un énorme problème que les clients pour lesquels je travaillais échappent de cette manière à l'impôt. Et c'est des pratiques à échelle quasiment industrielle, donc c'est-à-dire que, alors moi j'avais pas un portefeuille de clients si considérable, mais en tout cas de par ce que j'avais vu, j'avais l'impression que la plupart des multinationales qui venaient au Luxembourg, ils venaient pour des raisons essentiellement fiscales. Alors c'est pas, faut pas être enfin c'est pas toute l'économie luxembourgeoise qui repose là-dessus, non, mais en tout cas il y a quand même la fiscalité contribue de manière importante à la présence d'un certain nombre de grands groupes. Et surtout, ce qui m'a choqué, moi, c'est la radicalité de ces pratiques avec des taux effectifs d'imposition extrêmement proches de zéro. Donc à partir de là, j'ai décidé de réagir. Alors, la première réaction, moi, ça a été de démissionner parce que je ne voulais plus contribuer à ça. Et il se trouve que le dernier jour de travail, je suis tombé sur une grande masse de documents que j'ai décidé de copier et par la suite de confier à un journaliste. Alors pourquoi avoir agi de la sorte? Je pense qu'il y a déjà un ressort individuel qui est tout simplement la quête de sens et de cohérence. C'est-à-dire que, moi, alors je suis peut-être un peu naïf, idéaliste, etc., mais en tout cas, j'ai besoin d'utilité sociale dans mon travail. J'ai envie de savoir pourquoi je me lève le matin et de savoir que c'est pas seulement pour payer mes factures à la fin du mois, mais aussi pour rendre service à la société. Et je considérais que je rendais pas service à la société en travaillant au service de clients qui avaient ce type de pratiques fiscales. Donc là moi, en termes de cohérence personnelle, je pouvais pas être témoin de ces pratiques-là et ne pas réagir. Et voilà, c'est déjà, je pense que c'est pas... du coup, je pense que le lanceur d'alerte n'est pas dans une position de martyr qui se sacrifie. Je pense que c'est aussi une décision déjà pour son propre intérêt, pour retrouver un peu d'équilibre. Et après, il y a bien évidemment une dimension politique à cette affaire. Alors c'est pas de la politique partisane, mais c'est de la politique au sens d'exercice de la citoyenneté, un exercice plein et entier. C'est-à-dire que malheureusement, dans une société de plus en plus individualiste, on est contraint de se justifier de pourquoi avoir agi à l'encontre de ses intérêts individuels. C'est-à-dire que je me suis quand même mis dans une situation de risquer 10 ans de prison, 1 million d'euros d'amende. Alors heureusement, les peines ont été bien plus faibles, mais n'empêche que c'est ce que j'encourais en agissant de la sorte.
Et pourquoi? Et c'est vrai que c'est pas compréhensible de nos jours dans notre société, mais tout simplement parce que j'ai aussi des convictions et que je m'intéresse à la chose publique et que voilà, en tant que citoyen, je pense que voilà, j'avais une opportunité rare de pouvoir changer les choses parce que je suis tombé sur ces documents de manière totalement fortuite et j'étais loin d'imaginer ce qui allait suivre. Mais en tout cas, voilà, en tombant sur ces documents, je me suis dit, c'est possible d'en faire quelque chose et c'est une opportunité rare et il faut essayer d'alimenter un débat public. Et voilà, et je pense que c'est la citoyenneté, c'est... là, j'ai pas envie de donner de leçons, c'est à chacun de faire comme il le souhaite. Moi, j'étais jeune, j'avais pas d'enfant, donc j'avais une certaine liberté d'action. Je pouvais prendre un certain nombre de risques que je prendrais peut-être pas aujourd'hui d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, c'est s'intéresser à la chose publique et donc agir pour ce qu'on considère être l'intérêt public quand on le peut. Et ça me paraît essentiel. Est-ce que vous aviez conscience des risques que vous preniez ? Je ne pensais pas me retrouver dans une telle situation. Après, bien évidemment, je savais que ce que je faisais était litigieux d'un point de vue légal. Effectivement, j'ai signé un contrat de travail dans lequel je donne mon accord avec une clause de confidentialité. Et au-delà de ces clauses contractuelles, il y a également un droit luxembourgeois qui prévoit le secret des affaires, également le secret professionnel, puisque j'avais une profession réglementée. Et effectivement, j'ai brisé ce droit, j'ai violé la loi. Et ça, bon, moi très honnêtement, mon rôle, tel que je l'imaginais, l'intention que j'avais au départ, elle était beaucoup plus limitée que l'ampleur de cette affaire. C'est-à-dire que ma démarche initiale, ça a été de contacter des ONG qui s'intéressent à ces questions de fiscalité, en espérant tout simplement alimenter leurs travaux, mais de manière totalement anonyme et sans faire un grand fracas médiatique. Et après, quand j'ai confié mes documents à un journaliste, j'espérais rester une source anonyme et surtout confier des documents sans qu'il révèle les noms des entreprises concernées. Et voilà, donc... Bon, après, là, il y a eu je pense qu'avec le recul, le journaliste a agi tout à fait comme il fallait, parce que sinon, il n'y aurait pas eu ces répercussions. Mais en tout cas, mon rôle, tel que je le considérais au départ, était beaucoup plus limité, et donc je n'espérais pas me retrouver dans cette situation. Et ce qui est intéressant dans cette affaire, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir plus tard, parce que je ne vais pas parler trop longuement, mais c'est que, au moment des faits, bien sûr, je ne connaissais pas parfaitement le droit, et je ne le connais encore pas aujourd'hui. J'ai essentiellement agi avec mes tripes. Et ce qui est formidable, c'est que le droit européen protège ce type de démarche. Alors, c'est peut-être un coup de bol dans mon cas, mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, j'ai violé des clauses contractuelles, j'ai violé le droit luxembourgeois, mais la Convention européenne des droits de l'homme, mise en application par la Cour européenne des droits de l'homme, permet, dans un certain nombre de cas, décrit de manière très précise, de se soustraire à ce droit national au nom de la liberté d'expression. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait, c'est qu'en confiant des documents à un journaliste, j'ai permis l'information des citoyens et de fait à une meilleure régulation politique de ces pratiques fiscales très contestables. Raphaël, pour vous, c'est un petit peu le même cheminement ? Je dirais que, pour répondre à votre question, comment on devient lanceur d'alerte, pour moi en tout cas, c'est une histoire d'éducation, une question d'éducation. Vous parliez tout à l'heure de droits humains, de tolérance, d'ouverture aux autres. Je pense que la plupart des personnes ici ont eu à l'école des cours d'éducation civique et morale, comme ça s'appelait à l'époque. On est en plein dedans, c'est-à-dire est-ce qu'on peut tout faire et bafouer la morale, bafouer les droits humains. Moi, on m'a toujours appris que non, que dans une société, il y a des limites. Si on franchit les limites, forcément, on enfreint des règles, on enfreint peut-être même les lois, on empiète sur les droits humains des autres, donc l'équilibre est rompu. Je pense qu'à partir du moment où j'ai vu un cache investigation qui expliquait ce qu'Antoine vient de dire, l'évasion fiscale par les multinationales avec l'aide des cabinets d'audit, j'ai pensé, quelques jours de réflexion, que les règles étaient enfreintes, qu'on allait non seulement au-delà de la morale, mais aussi de la loi. Du coup, c'est quelque part comme ça qu'on devient lanceur d'alerte. Quand on sort un peu de son intérêt personnel, qu'on cherche à regarder un peu ce qui se passe autour de nous et de voir, comme le disait Antoine, si ce qu'on fait personnellement, individuellement, tous les jours, va dans le sens de l'intérêt général ou au contraire va contre l'intérêt général. Je pense que aider à détourner des milliards d'euros d'impôts, ça va contre l'intérêt général, tout simplement.
Vous imaginiez les conséquences sur votre vie? Oui, j'ai essayé, mais c'est une réflexion, comme je le disais, que j'ai prise au bout de quelques jours. Mais l'idée des risques, elle est forcément floue, imprécise, puisque je la prends ou je l'imagine avec les éléments que j'ai à ce moment-là. Je ne peux pas imaginer ce qui va se passer après, je ne peux pas prédire le futur. Après, c'est un risque calculé. Justement, au niveau des calculs, financièrement, c'est un coût. Toute cette histoire a présenté aussi un coût. Est-ce que vous avez été aidé? Comment ça s'est passé pour vous? C'est un coût au sens, il faut se défendre à la fois judiciairement, donc il faut payer des avocats, ce qui est tout à fait normal. Surtout s'ils sont très bons, il faut les payer encore plus cher. Mais moi, personnellement, je ne suis pas millionnaire, je ne suis pas milliardaire, je n'ai pas un boulot extrêmement bien payé à ce moment-là, même s'il est un peu plus que le travail en France, évidemment. Du coup, j'ai vendu ma voiture, on a fait avec ma femme énormément de sacrifices financiers. On a fait, il y a quelque temps, quelque chose que je n'aime pas du tout faire, qui est de faire un appel aux dons, c'est-à-dire de dire si vous partagez nos idées, notre vision de la société, du combat, etc., aidez-nous. Pour pouvoir financer ce combat judiciaire et aussi médiatique quelque part, puisque malheureusement ou heureusement, ça dépend de quel côté on se place, mais les médias sont aussi ou peuvent être aussi une aide. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais le fait d'expliquer des choses compliquées mais qui sont importantes pour la société, ça aide, c'est nécessaire. Du coup, donc, on a fait appel aux dons sur Internet, sur luxleaks.fr tout simplement. Et puis le combat, comme disait Antoine, est long. C'est la première instance, appel, on est à cassation, troisième étape. La quatrième et dernière étape possible, c'est la Cour européenne des droits de l'homme. Quelles sont vos motivations pour aller en cassation? Les motivations, comme je le disais tout à l'heure, elles ne sont pas pour moi, c'est pour l'intérêt général. Si on peut faire avancer les choses, si on peut faire quelque chose qui fasse, par exemple, jurisprudence d'un point de vue juridique et serve à d'autres futurs lanceurs d'alerte, c'est pour ça qu'il faut le faire. Si on peut faire avancer les choses et gagner au final, ça peut aider des ONG, des associations pour pouvoir montrer que justement, comme vous le disiez, Snowden ou autre, on peut être condamné, on peut gagner, mais on peut faire avancer les choses, on peut desserrer un peu le carcan de la surveillance, de l'évasion fiscale, etc. Donc moi, dès le départ, c'est quelque chose que j'ai fait pour les autres, c'est pas pour moi. Je pense qu'Antoine aussi, quand on fait ça, on sait qu'on ne va rien gagner. Financièrement, on ne va rien gagner, on ne le vend pas. Au niveau médiatique, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas de passer à la télé. Je le fais parce que je joue le jeu. Je fais quelque chose que j'ai appris chez Pras, mon ancien employeur, c'est d'être flexible, de s'adapter. Je m'adapte. Et puis voilà, donc c'est quelque chose qui est tourné vers autrui. Lancer une alerte, c'est quelque chose qui est tourné vers autrui. Ce n'est pas quelque chose qui est pour soi personnellement. Alors justement, au niveau des droits, au niveau des lois, Maître Collin, vous êtes l'avocat de Raphaël Allais. Est-ce que ces deux histoires, en fait, ont fait avancer le droit? Alors là, en plus, on est au Luxembourg, la loi Sapin... on a eu la loi Sapin 2 en France, mais là, on est en France, la loi ne s'applique pas au Luxembourg. On a 2 Français qui ont été condamnés au Luxembourg avec la législation luxembourgeoise. On en est où aujourd'hui? Est-ce que ça a permis de faire avancer les choses au niveau législatif, oui ou non? Déjà, très clairement pour moi, ce que ça aura fait véritablement avancer, c'est ce problème d'évasion fiscale qui a été dénoncé, puisqu'il faut bien voir qu'il y a un matériau. Il y a un matériau qui a été transmis à des journalistes. On a dénoncé des faits. L'affaire LuxLeaks, pour moi, aura réglé beaucoup de choses au niveau européen en ce qui concerne les pratiques de ces sociétés multinationales. C'est déjà la première avancée. J'ai envie de vous dire que quand on va protéger ces lanceurs d'alerte, je pense que déjà le premier respect qu'on leur doit, c'est de s'emparer du sujet quand il est grave, quand c'est un sujet d'intérêt général, de s'en emparer et de faire bouger les choses. Parce que si on vous révèle des soucis, des documents qui sont véritablement dans le sens de l'intérêt général et qu'on dénonce des choses graves, je pense que le premier respect qu'on leur doit, c'est de s'en emparer et que ça crée un mouvement
qui va faire changer les choses. C'est la première chose. Maintenant, est-ce que ça a véritablement apporté à la protection du lanceur d'alerte, cette affaire LuxLeaks? Oui, un peu. Oui, un peu, parce qu'on a des projets de directives pour protéger ces lanceurs d'alerte au niveau européen. Alors, il est clair que le salut viendra de l'Europe. Je sais qu'il est de bon ton de nous dire que vous avez des technocrates, des fonctionnaires en Europe qui vont statuer sur la taille de la sardine que vous irez, les pêches, tout ce que vous voulez. Mais il y a quand même une vérité. C'est que vous avez une Cour européenne des droits de l'homme, vous avez une jurisprudence européenne, et je rappellerai quand même, parce que c'est la base et le principe même de cette Europe, c'est qu'il faut bien voir clairement qu'aujourd'hui, vous avez des règles européennes qui sont supranationales. Il faut bien se mettre ça en tête. Nos lois sont inférieures au niveau des traités européens aux directives européennes. Quand une directive européenne tombe, elle a valeur supérieure à la loi française, allemande, espagnole. Elle doit être inscrite dans la loi de tous les pays et elle a une valeur supérieure au droit interne qui serait en contradiction avec cette directive. En l'occurrence, la Cour européenne n'a pas encore statué sur les lanceurs d'alerte. Mais vous avez une jurisprudence, justement, j'allais y venir. C'est-à-dire que vous avez les directives qui ne sont pas encore prises, mais vous avez une institution, vous avez une Cour européenne, un tribunal européen, qui rend des décisions qui font jurisprudence. C'est ce qu'on appelle la jurisprudence. C'est-à-dire que vous avez les lois, vous avez l'interprétation de la loi par les juges et la jurisprudence qui s'impose sur la manière d'interpréter cette loi. La Cour européenne des droits de l'homme rend des arrêts fréquemment, rend ces arrêts, donc rend une jurisprudence qui doit s'appliquer devant les juridictions de chaque État membre. Quand vous êtes devant un juge français, si vous considérez que la Cour européenne des droits de l'homme envisage les choses de manière différente que ce qui est dans le code pénal, dans le code civil, vous avez la possibilité d'invoquer cette jurisprudence et le juge national est obligé de l'appliquer. Ça a une valeur supra-légale par rapport aux lois de nos pays. Là où le salut viendra effectivement de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est qu'on a déjà une construction. On a une construction claire, jurisprudentielle pour l'instant. Il faudra qu'on passe par la directive. Et je pense qu'il n'y a pas énormément à faire. Il suffira que lorsque l'on fera partir une directive au niveau européen, qu'on applique les critères de la Cour européenne des droits de l'homme, qu'on les nettoie peut-être un peu et qu'on redéfinisse certaines choses, et on aura notre directive. Ce n'est pas très compliqué. Et aujourd'hui, effectivement, Raphaël Allais et Antoine Deltour vous le dit, et il a parfaitement raison, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme les protégeait. Les protéger clairement en fonction de ces critères. Lorsque vous agissez dans l'intérêt général, quand vous dénoncez des faits qui sont d'intérêt général, vous devez être protégé. C'est clair, c'est net. Alors quand vous me dites, nous, on en est resté, parce qu'il y a eu une avancée, alors elle n'est pas forcément provoquée par les LuxLeaks, mais ça en fait partie. Vous avez la loi Sapin 2. Je vous le dis clairement, la loi Sapin 2, c'est quasiment de la rigolade. Ça ne s'applique qu'en France. Ces problèmes-là sont souvent supranationaux. Vous avez de toute façon toujours un élément d'extranéité. Donc au Luxembourg, la loi Sapin 2, elle ne vaut rien, elle ne doit pas être appliquée. Et surtout, vous avez déjà le principe de base de cette loi Sapin 2 qui vous dit on va élaborer un statut du lanceur d'alerte. Je ne vais pas me lancer dans des détails techniques, mais le préalable à cette loi Sapin 2, c'est déjà de dire ça ne s'appliquera pas en ce qui concerne les problèmes de défense nationale, ça ne s'appliquera pas en ce qui concerne le secret médical, ça ne s'appliquera pas non plus en ce qui concerne le secret professionnel qui s'applique dans les relations d'avocat à client. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si Snowden avait agi en France et dénoncé des actes de l'État français, il ne serait pas protégé par cette loi Sapin 2. Par contre,
Si Snowden avait agi et avait fait jouer les critères de la Cour européenne des droits de l'homme, ceux-ci n'ont jamais posé comme préalable que le secret défense était un secret absolu qui ne pouvait pas être dénoncé. Et clairement, vous avez eu des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme qui protègent des lanceurs d'alerte alors qu'ils ont enfreint le secret défense. Alors juste un tout dernier mot, je ne veux pas monopoliser la parole. Il faut bien voir qu'on est clairement dans un sujet de transparence de nos sociétés et qu'on est dans un sujet de... On doit préserver effectivement le secret professionnel. Il ne faut pas partir non plus, et il ne faut pas partir bille en tête sur le fait que nous devons vivre dans des sociétés parfaitement transparentes. Sinon, ça nous conduit... Alors je sais bien qu'on les évoque souvent comme des pays fondateurs, des pays à la pointe du progrès en la matière, comme la Suède, la Norvège, mais ça peut parfois, lorsqu'on va trop loin dans la transparence, vous emmener sur le fait que quand vous êtes, je ne sais plus si c'est en Suède ou en Norvège, vous appelez le fisc, vous pouvez savoir ce que gagne votre voisin, le fisc est tenu sans autres documents et sans lettres à vous donner les revenus de votre voisin. Vous avez dans ces pays des sociétés qui se sont mis dans la brèche et qui ont fini par sortir comme un bottin téléphonique qui vous liste tous les individus un par un pour vous dire ce qu'ils gagnent, ce qu'ils ont déclaré comme revenus, les incidents de paiement qu'ils ont eus, pour que, justement, lorsqu'ils vont contracter plus tard, une société qui contracte un crédit avec ces personnes puisse s'informer sur ces incidents. Aller aussi loin dans la transparence, non. Donc on doit poser à un moment un critère, on doit protéger à un moment le secret des affaires, on doit le protéger, le secret des brevets. On n'est pas là pour dire tout secret doit sauter, on est dans la transparence totale. Il faut mettre un critère. On doit protéger à un moment des employeurs jusqu'à un certain critère, on met le curseur à un moment et on dit lorsqu'on est dans l'intérêt général, lorsque véritablement on dénonce un scandale, on doit être protégé totalement. On est en train d'ébaucher, je pense que... Moi, je suis relativement optimiste. Je pense que ça viendra. Je pense que ça viendra, mais ça viendra de l'Europe. Ça ne viendra jamais de l'Assemblée nationale en France qui résoudrait tous les problèmes. Ce n'est pas possible. Ok. Merci beaucoup. On va passer la parole au journaliste Fabien Grasser. Pardon. Et en fait, est-ce qu'un journaliste est un lanceur d'alerte ? Pas dans le sens juridique en tout cas, puisque, on en parlait avant, on n'a pas une démarche intéressée. Nous, c'est notre boulot de sortir des informations. Là où nous, dans ce processus, par exemple de LuxLeaks, pour rappeler un peu les choses comme se sont passées, Antoine l'a dit avant, il y a eu une première émission sur France 2, c'était Cache Investigation, mais c'était passé relativement inaperçu, il faut bien le dire, y compris au Luxembourg. Et le gros truc, ça a été le 5 ou le 6 novembre 2014, c'est-à-dire quand 40 médias se sont associés à travers le monde pour balancer l'information globalement tout donné. Et là, effectivement, on a un retentissement. Nous, on est le relais d'Antoine, on est le relais de Raphaël, etc. Donc, sur le plan purement juridique, oui, on n'est pas des lanceurs d'alerte. Après, on est là pour relayer des alertes, en tout cas. Les journalistes sont là aussi pour vérifier ? Pour vérifier, donc, dans le cas présent, c'était assez simple, puisque l'ICIJ, qui est le Consortium international de journalistes d'investigation, donc, est une fondation qui est à Washington et qui a des serveurs informatiques, a tout mis à disposition. Donc là, il n'y avait plus grand-chose à vérifier, puisque les documents, on les avait en direct, quoi, voilà. Mais notre boulot, évidemment, c'est de vérifier, de recouper, et puis d'aller fouiller, et puis éventuellement de prendre chaque document pour voir ce que chaque entreprise fait. Maintenant, ce n'est pas un boulot qui a été fait effectivement de manière exhaustive, mais régulièrement, maintenant, quand on parle d'entreprise, on peut aller voir est-ce qu'ils ont eu des accords fiscaux, quel type d'accord fiscal. Ça permet un peu de poser ce qui se passe en coulisses aussi au niveau des entreprises. La presse aujourd'hui est quand même mise à mal, hein, on peut le dire, à tous les niveaux, politiques, juridiques.
Est-ce que c'est finalement, là on s'en rend compte aussi, le journaliste, c'est la personne qui peut dévoiler une information, c'est quelqu'un qui peut aussi monopoliser l'opinion? Tout dépend de pour quel média il travaille, hein, tout simplement. Bon, enfin, dans l'affaire LuxLeaks, je crois, ce qui a été vraiment déterminant, quoi, ça a été effectivement la force de 40 médias d'un coup, de gros médias en France. Il y avait Le Monde, notamment, quoi, France 2, évidemment. Et oui, effectivement, là, on a une force de frappe, c'est indispensable. Après, la conséquence dans le public, ça a été quoi de l'affaire LuxLeaks? Je ne suis pas sûr que vous allez sortir d'ici en étant des spécialistes de la fiscalité, mais tout ça a ajouté un bruit de fond permanent sur la fiscalité, mais aussi sur la protection des lanceurs d'alerte. Et si enfin, on a vu pendant la campagne électorale en France, je crois que ces questions étaient sur tous les programmes. Alors il était de façon plus ou moins opportuniste, mais on a tous pu voir, à un moment donné, lire quelque part qu'on parle de la fiscalité des multinationales. Donc là, on est, je pense, assez sur une conséquence directe de l'affaire LuxLeaks. Voilà. Je voudrais ajouter un mot à ce sujet, parce que c'est vraiment la notion de responsabilité qui est clé. Et on pourrait l'illustrer justement en opposant Wikileaks à l'affaire NSA. Ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, Amnesty International, au début, a soutenu assez fermement quand même Julian Assange, mais quelques jours, quelques semaines plus tard, on s'est aperçu à quel point il avait manqué justement de sens de responsabilité, puisque sur Wikileaks, il avait mis absolument tous les câbles, je crois que c'était 250 000 câbles, si je me souviens bien, diplomatiques, et ça avait aussi mis en danger de mort, des personnes qui, par exemple, sur le terrain d'Afghanistan, avaient aidé l'armée américaine. Et comme les noms apparaissaient, forcément, ils pouvaient être victimes de représailles, puisque c'était sur la place publique avec Wikileaks. Donc on revient à ce que vous disiez à propos de la transparence. La transparence à 1000%, si j'ose dire, ça n'est pas responsable, ça n'est pas souhaitable non plus. À l'inverse, ce qui est intéressant avec Edward Snowden, c'est à quel point, dès le départ, il a voulu travailler en étroite collaboration justement avec les médias. Des médias choisis, des médias qu'il considérait comme sérieux, crédibles, indépendants. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu ce documentaire, sinon courez le voir, qui s'intitule Citizen4 et qui explique très bien comment s'est passée la rencontre entre Edward Snowden, Glenn Greenwald et un journaliste aussi du Guardian, donc un journaliste britannique, enfin écossais en l'occurrence, et puis également la personne qui a fait le documentaire, Laura Poitras, donc des gens extrêmement indépendants, farouchement indépendants, déterminés à faire une caisse de résonance suffisamment efficace pour être sûr que tous les citoyens ne puissent plus ignorer les enjeux. Et je vais reprendre ce que vous disiez là aussi. Bien sûr, ils ne sont pas devenus experts en surveillance Internet. C'est extrêmement compliqué, ce programme PRISM, on peut en comprendre des grandes lignes, mais ce qui est important, c'est le réveil, c'est le sursaut citoyen que ça peut provoquer. Et là, on est vraiment au cœur de ce que doit être un lanceur d'alerte. C'est lui qui, comme on dit en anglais, se sert de son sifflet une première fois, mais s'il fait juste ça dans le désert, si j'ose dire, ça ne servira à rien. Donc je veux rendre hommage à la presse, du coup, et aussi bien sûr aux avocats, parce qu'ils en ont bien besoin par la suite. Et c'est absolument essentiel que ce lanceur d'alerte, même si au départ il fait les choses seul, ne reste pas seul. Donc il a besoin à la fois des médias, d'une défense et d'un soutien des citoyens. Et c'est cette imbrication, en fait, cette responsabilité qui devient partagée, qui fait vraiment la différence. Et c'est bien grâce à la presse aussi que les citoyens peuvent comprendre véritablement les enjeux. On le voit très bien dans ce film, il ne s'agissait pas de tout balancer, si vous me permettez l'expression, d'un coup comme ça sur un tel programme. Les gens n'auraient pas compris quoi que ce soit, ils auraient pris un Alka-Seltzer et voilà, quoi. C'était impossible de comprendre, c'était bien trop compliqué. Alors que grâce à des journalistes d'investigation, à des articles qui sortent comme ça au fur et à mesure, ça permet une appropriation de ces enjeux. Et c'est là que j'en reviens à ce que vous disiez tous les deux, à quel point ça peut faire bouger après les lignes. Et c'est ça quand même le but premier d'un lanceur d'alerte, même si au départ on emploie parfois une expression qui est de dire c'est une insurrection individuelle. Au bout du compte, ce qu'on souhaite, c'est vraiment une prise de conscience collective et que les gens se mobilisent,
que l'opinion ne soit plus voilà, dans une forme d'apathie, mais qu'au contraire, il y a un réveil et que ça puisse réellement faire bouger les choses. Sinon, ils auraient fait tout ça pour rien, ce qui serait quand même un comble quand on considère les risques que vous avez pris, la pression notamment de l'entreprise sur Raphaël ou sur Antoine également, bon, sans parler aussi, encore une fois, de Snowden ou de Chelsea Manning au fin fond de sa prison. Eh bien, je pense que c'est vraiment hyper important de se dire tout le temps, ils ne peuvent pas avoir fait ça pour rien. Donc il faut qu'on se bouge tous ensemble pour que ça serve à quelque chose. Je voulais juste revenir justement sur la pression. Est-ce que vous avez subi des pressions? Alors, Monsieur Deltour et puis Fabien aussi. Oui, bien sûr. Quelque part, ça fait partie du jeu. Quel genre de pression? Vous avez forcément, partout vous dénoncez des choses comme ça, et pas forcément pour l'évasion fiscale, pour l'UXIC, mais pour dans d'autres secteurs. Vous dérangez forcément les intérêts qui sont en place, qui sont établis. Vous dérangez les gens qui sont en place. Donc il y a forcément des réactions en face. N'importe quel journaliste vous le dira. Quand vous sortez une enquête assez fouillée, détaillée sur quelque chose qui est contraire à la morale ou à l'intérêt général, ça dérange certaines personnes et elles réagissent. Si vous permettez juste un tout petit mot, j'aimerais... il faut bien voir aussi que quand on va venir soutenir ces lanceurs d'alerte qui subissent des procédures judiciaires, avant même de se dire c'est pas normal, on va poursuivre des gens qui ont agi dans l'intérêt général. Bien entendu que cet aspect-là doit bien être en tête de chacun et qu'il faut venir les soutenir puisqu'ils ne méritent pas ça. Mais surtout, toujours avoir en tête que nous sommes sur des procédures qui sont des procédures bâillons. C'est-à-dire que les instigateurs de ces procédures, lorsque l'on lance ces procédures, on ne s'adresse pas tant à monsieur Allais et à monsieur Deltour pour venir les punir. Parce qu'à la limite, dans l'affaire LuxLeaks, Pricewaterhouse, ça ne va rien leur apporter. C'est juste qu'on passe bien l'information que les autres, il ne faudrait pas qu'ils fassent la même chose. Qu'on est en train de faire un exemple, on va les pousser jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, et que, en multipliant les procédures, en montrant comment c'est difficile, ce qu'on va leur faire subir, et ce qu'on leur fera subir aussi judiciairement, parce que c'est là la première pression, la première représaille, c'est que, avant même de les punir, eux, on est en train de faire passer un message. On est en train de faire passer un message aux autres, et il ne faudrait pas que d'autres consciences se révèlent, et il ne faudrait pas que d'autres scandales soient révélés. Et je pense qu'il faut... C'est surtout là-dessus, c'est surtout sur cet aspect-là qu'il faut véritablement soutenir des lanceurs d'alerte qui sont poursuivis judiciairement, plus que pour eux-mêmes, mais pour permettre qu'on ouvre cette conscience générale au prochain. Parce que des scandales, il y en aura toujours. Et je pense qu'il faut véritablement cet éveil citoyen, mais il faut aussi passer le message qu'on ne peut pas tolérer ces procédures bâillons. Ok, merci beaucoup. Je pense que Raphaël, je ne sais pas si c'est par pudeur ou parce que c'est un souvenir difficile, mais en tout cas, il y a pour illustrer les pressions qu'il a subies, il y a un reportage envoyé spécial, je pense qu'on le trouve encore sur la toile, et qui explique vraiment, les épreuves par lesquelles il est passé. Et alors, c'est quand même, il a été menacé de représailles à 10 millions d'euros. On peut rappeler le titre, peut-être c'est La solitude du lanceur d'alerte. Et effectivement, il est sur YouTube, je le confirme. Dans la peau d'un lanceur d'alerte. Voilà, Et après, c'est toujours ambivalent d'aborder ces difficultés du lanceur d'alerte, parce que c'est à la fois, justement, ça renforce ce côté très dissuasif, justement, de ces pressions, de ces représailles, etc. Donc, c'est un peu ça la difficulté, mais en même temps, en parlant, ça montre aussi qu'il y a besoin de nous protéger, quoi. Fabien, tu disais qu'il y avait des pressions qui étaient plutôt sournoises pour les journalistes. Des pressions. Alors, il faut quand même situer la chose. Moi, je suis rédacteur en chef d'un journal qui s'appelle Le Quotidien du Luxembourg, donc qui est au Luxembourg, sachant que le Luxembourg vit essentiellement de sa place financière et qu'il n'est jamais très bien vu de la critiquer, de l'attaquer. Moi, j'ai eu aucune pression directe.
Après, je travaille pour un titre qui est assez libre, qui est assez indépendant, et je n'ai eu aucune pression directe, personne n'a jamais décroché le téléphone. Il m'est arrivé de me faire insulter par tel collaborateur de ministre ou autre chose, mais c'est-à-dire personne ne m'a jamais contacté pour me mettre la pression. Maintenant, il y a une pression qui est très diffuse, parce qu'effectivement, on a affaire à un tas d'interlocuteurs qui ne veulent pas vous parler, qui vous font bien comprendre que... il y a une pression qui est assez, qui est diffuse, qui est abstraite et qui est très pesante, parce qu'on sait aussi qu'on s'attaque à quelque chose de très très lourd en faisant des enquêtes sur ce sujet. Et oui, on sent bien qu'on a des gens en face de nous qui ne sont pas contents du tout et dont on sait qu'ils ont quand même d'énormes moyens de pression s'ils veulent, qu'on ne pèse pas lourd face à eux, quoi. On est quand même dans un... Je vais conclure. J'aimerais juste rebondir sur quelque chose qu'a dit Bernard Collin par rapport à la... Enfin, on a bien vu que la justice luxembourgeoise, alors bon, moi je connais bien le Luxembourg, il y a un certain nombre de choses à dire là-dessus. C'est, à ma connaissance, un des premiers procès de ce type qui va au bout, c'est-à-dire que la justice luxembourgeoise a eu quand même l'envie de l'afficher au grand jour, et ça a été affiché au grand jour, puisqu'il y a de nombreux médias qui se sont déplacés, qui ont couvert la chose. Après, on a bien senti qu'ils étaient coincés entre un côté l'image du pays à défendre du point de vue de l'opinion publique, c'est-à-dire on ne veut pas trop condamner lourdement ces gens-là, mais en même temps, c'est un pays qui veut être très amical avec les milieux d'affaires. Et donc, ils ont fait, je crois que surtout le jugement en appel, il est vraiment un peu biquet-boc, quoi, c'est-à-dire dans ce sens-là, c'est-à-dire on ne veut pas être très méchant, mais on condamne quand même parce que on ne va pas ouvrir la porte à tout le monde, quoi. Je voudrais juste revenir, là on est dans le monde des multinationales, on est dans le monde de la finance. Vous évoquiez, Maître Collin, la Cour européenne de justice, mais là aujourd'hui on est quand même dans un monde international. Est-ce qu'un jour on pourra statuer au niveau international sur les lanceurs d'alerte ? Non. Que les choses soient claires, ce sera vraiment difficile, quoi. Là, on s'en tient à la Cour. C'est un peu comme si vous me demandiez si au niveau mondial, on pourrait avoir une harmonisation fiscale. Non, on n'arrive déjà pas à l'avoir en Europe. C'est très, très, très compliqué. Alors, on peut rêver. Dans un monde idéal, oui, ça devrait se passer comme ça. Mais vous avez quand même des systèmes très anglo-saxons. Déjà, qu'on règle le problème en Europe, qu'on protège les citoyens européens, ça sera déjà parfait. Si on arrive à faire quelque chose et à les protéger véritablement, qu'on arrive à s'emparer de ces scandales, mais surtout qu'on fasse bouger les choses après, ça sera déjà très bien. Mais non, au niveau mondial, de toute façon, je ne connais pas, sauf cas exceptionnel, mais vraiment crimes contre l'humanité, etc. Mais le concept de la protection mondiale partout, à tout moment, avec une harmonisation totale, n'existe pas. C'est une utopie. Peut-être que si on se bougeait, puis peut-être si on réfléchissait un peu quand on vote, quand on élit nos députés, peut-être qu'on y arriverait un jour, peut-être, mais on en est très loin. D'où la conclusion rêvée vers Amnesty International, quoi. On en aura toujours besoin au niveau international. Expliquez-nous maintenant vos perspectives pour les lanceurs d'alerte. Alors, avant les perspectives, je voulais quand même dire autre chose aussi, pour faire suite à ce qui vient d'être dit, à propos de la diversité des lanceurs d'alerte. La difficulté aussi, elle est là. C'est-à-dire qu'on a vu ce soir plus en détail l'affaire LuxLeaks, donc dans le secteur bancaire. On aurait pu parler aussi de l'affaire du Mediator dans le secteur de la santé. On a aussi, on a vu avec Snowden des affaires qui sont dans le domaine public, secteur public et non pas secteur privé cette fois-ci, mais ce sont des questions de renseignement, de services de renseignement. On a vu aussi avec l'armée. Donc tout cela aussi rend les choses encore plus compliquées. Donc pour l'instant, Amnesty International, on avait effectivement pris ce prisme des personnes qui révèlent des violations des droits humains, donc ce qui réduit le champ. Cela dit, les violations des droits humains, malheureusement, sont multiples, elles aussi. Donc, c'est pas pour autant qu'on va manquer de travail. Mais en tout cas, c'est le prisme qu'on avait choisi, puisque c'est notre cœur de mission. Mais comme je le disais en introduction, donc je vais un peu boucler la boucle, c'est vrai qu'au nom de la liberté d'expression,
on peut très bien considérer qu'Amnesty International doit aller plus loin et doit considérer que tout lanceur d'alerte, que ce soit dans le secteur public ou privé, que ce soit des révélations qui concernent les droits humains ou pas, devrait être protégé de toute façon. Donc, je ne sais pas si vous savez comment fonctionne notre mouvement. C'est un mouvement démocratique avec des sections partout dans le monde qui se réunissent dans un conseil international où on dépose des résolutions pour faire avancer notre mouvement. Un mouvement, par définition, ça bouge, ça évolue, et ça évolue grâce aux personnes qui en sont membres. Donc la section française, donc c'est une thématique qui m'est chère, donc j'ai poussé largement là-dessus, a déposé une résolution pour justement demander au niveau international qu'on ait un développement de notre positionnement, de notre politique en matière de lanceurs d'alerte. Car comme je le disais dans l'introduction, pour l'instant, ce que l'on condamne, c'est le fait que des gouvernements poursuivent en justice des lanceurs d'alerte qui pourtant ont dénoncé des violations des droits humains et ont agi au nom d'intérêt général. Donc c'est une première étape qui est déjà très bien. C'est important d'avoir fait suite à notre long combat pour la liberté d'expression en incluant non seulement, par exemple, des blogueurs, enfin des personnes qui agissent en ligne, puisque là aussi on bouge avec notre temps, mais aussi des lanceurs d'alerte. Donc ça, c'est important, mais il faut aussi savoir que la complexité des différentes législations, avec ces différents étages, au national, européen et international, eh bien, il y a des législations sur lesquelles Amnesty International pourrait influer. On pourrait très bien imaginer qu'au fur et à mesure, ces législations, sans être trop optimistes non plus, vont quand même être améliorées. Et c'est aussi le rôle d'Amnesty International, notamment, comme son nom l'indique, au niveau international et pas au niveau national, que d'accompagner les évolutions législatives, de faire en sorte que la protection des lanceurs d'alerte soit améliorée. Donc c'est vers cela qu'on va essayer de tendre. J'espère que cette résolution sera adoptée prochainement, parce que je considère que c'est vraiment au cœur même, c'est dans l'ADN même d'Amnesty International que de défendre des personnes qui elles-mêmes défendent les droits. Et comme vous le disiez, Raphaël, tout à l'heure, pas pour leur intérêt propre, même s'il y a une dimension aussi personnelle d'engagement, comme le rappelait Antoine, mais c'est quand même avant tout pour les autres. C'est un engagement qui se veut désintéressé, qui est désintéressé. Et donc je pense que c'est très important pour une ONG comme Amnesty International de faire en sorte que ce bien le plus précieux qu'est la liberté d'expression soit protégé. Et pour qu'il soit protégé, ça ne peut pas être que des avocats, ou ni que les médias, ni que des ONG. J'en conclus là-dessus, c'est vraiment essentiel que ce soit les citoyens eux-mêmes qui soient également convaincus. Et donc quand je parlais de secteurs, il y a quand même bien des secteurs où c'est plus facile que d'autres. Par exemple, dans justement le cas de l'évasion fiscale, ça choque tout le monde, à part bien sûr ceux qui la pratiquent. Quand on parle de scandales sur, je sais pas, des affaires de santé, tout le monde est sensible au fait qu'on ait continué à vendre un médicament qui pouvait s'avérer mortel. Il n'y a pas de débat. Vous voyez ce que je veux dire? En revanche, quand il y a une terreur qui s'empare de la planète entière à cause du terrorisme, c'est beaucoup plus difficile de convaincre tout un chacun que cette sécurité ne doit pas être à n'importe quel prix. Et donc là, il y a tout un débat, tout un travail de pédagogie à faire au quotidien, de dire qu'on n'aura pas de sécurité sans droits humains, et que le respect de ces droits fondamentaux, c'est vraiment la base de tout pour arriver à avoir une société meilleure, et finalement pour arriver à mieux lutter contre les menaces telles que le terrorisme. Donc les lanceurs d'alerte doivent être protégés, même lorsqu'ils défendent des choses qui ne sont pas aussi faciles que ça, à accepter par toute la population. Et dans le cas de Snowden, c'était un très bon exemple. Pour ça, je voulais que dans la soirée, on parle aussi d'autres affaires que LuxLeaks. J'espère que ça vous aura éclairé. Merci beaucoup. On va passer, comme c'est un débat, on va passer la parole au public. Y a-t-il des questions ? Bonjour, Vincent Schweitzer de Thionville. Ma question s'adresse à Maître Collin, parce que je vous entends dire qu'il va peut-être y avoir une directive européenne protectrice des lanceurs d'alerte, mais bon, moi, permettez-moi quand même de me poser quelques questions, parce que vous imaginez vraiment la commission Juncker faire une protection des lanceurs d'alerte, point d'interrogation ? Bon, moi j'ai de gros doutes. Sur les directives européennes, oui, alors c'est sûr, il y a la hiérarchie des normes, mais enfin...
vous voyez bien que les directives européennes, les pays les appliquent ou pas. Il me semble bien qu'en France, il y a une directive nitrate qui doit être appliquée depuis 1983, qui n'est toujours pas traduite en droit, me semble-t-il. Je ne suis pas juriste, hein. Et puis, vous voyez bien ce qui se passe en Hongrie et en Pologne. Ils s'assoient dessus, les droits européens, ces gens-là. Donc, bon, voilà, il y a ça. Et puis, vous savez aussi... Ah oui. Ben, attendez, parce que j'en ai 3. Et puis ensuite, promis, je vous laisse tranquille. Et puis ensuite, le droit. Par rapport à l'application du droit, ça pose aussi un autre problème. C'est, vous savez bien que vous savez bien. Moi, j'ai l'impression, quand je vois ce qui se passe autour de moi, que le droit, il est appliqué ou pas. Et par exemple, le droit du travail sur des sociétés où il y a par exemple des gens qui sont dans les services de nettoyage, où ils sont tous précaires, etc. Mais le droit, mais c'est loin d'eux, c'est pas appliqué. Donc voilà, j'ai peur pour ça. Et tant que j'ai le micro, je le garde, et puis ça dure 2 minutes. Juste une question pour monsieur le directeur du journal Le Quotidien. Vous avez fait une petite remarque qui me fait tiquer. Vous avez dit c'est dans la protection la lutte contre l'évasion fiscale, c'est dans tous les programmes des candidats aux élections présidentielles. Mais enfin, ensuite, il y a la réalité. Est-ce que c'est... Enfin, je veux dire... Sur les 11, il y en a combien pour lesquels c'était sincère? Il faut savoir pas être naïf non plus, je veux dire. Il me semble qu'il y en a à peu près 3 ou 4, dont dans ceux-là, la Le Pen, pour laquelle je ne suis pas sûr qu'on puisse lui faire confiance. Il en reste 3 à l'extrême gauche, à mon avis. Voilà, j'ai fait ma petite pub politique, merci. Je réponds en 2 secondes, c'est bien ce que j'avais dit. Ils l'ont tous mis plus ou moins sincèrement. Voilà. Il faut appuyer sur le bouton. Ok. Oui, pour rebondir, parce que je partage votre opinion. Sur vos derniers développements, je rappellerai juste, comme ça, pour rigoler, que Emmanuel Macron travaillait dans la banque Rothschild, qu'il était banquier d'affaires, et que ce groupe Rothschild était un des premiers groupes qui allait demander des rescrits fiscaux au Luxembourg et qui était le roi de l'évasion fiscale au moment où M. Macron en était le banquier d'affaires. Donc effectivement, on peut se poser la question de savoir si il compte véritablement agir sur ces pratiques d'évasion fiscale. Maintenant, sur les premières parties de vos développements, moi je comprends bien ce que vous me dites. Mais il y a un moment où je ne le comprends pas. C'est-à-dire que quand vous me dites « le droit n'est pas appliqué », le droit, il est appliqué. Il est fait pour être appliqué. Vous avez des juges, des magistrats qui sont là pour appliquer la loi. Donc appliquer le droit. Maintenant, quand vous me dites « oui, mais il y a des directives qui ne sont pas retranscrites », je vous l'ai dit, je le répète, ces directives ont des valeurs supranationales, quand bien même elles ne sont pas transcrites dans la loi française. Donc vous allez devant votre magistrat, en première instance, peut-être qu'il faudra aller en appel, peut-être qu'il faudra aller en cassation, peut-être même qu'il faudra aller devant la Cour européenne des droits de l'homme, mais cette directive, quand bien même elle n'est pas transcrite dans la loi, s'applique. Alors me dire, oui, mais le droit, il n'est pas vraiment appliqué. Ben, on doit l'appliquer, on doit se battre pour le faire appliquer. Une fois que la jurisprudence est plus ou moins claire, vous allez devant vos juges, devant vos magistrats, faire appliquer le droit. Je ne peux pas entendre, le droit n'est pas appliqué. Et ensuite, la dernière partie, c'est est-ce qu'on peut compter sur Juncker pour protéger les lanceurs d'alerte? Enfin, Juncker, c'est pas le pape, quoi. Hein. Il est président de la Commission, il n'est pas là pour rien, on l'y a mis. On l'y a peut-être mis parce qu'il dérangeait moins, parce qu'on n'a pas forcément envie, au niveau politique, d'avoir une personne qui prend trop d'espace au niveau de la présidence de la Commission. Donc tout le monde, politiquement, l'a plus ou moins choisi. Mais c'est pas le pape en Europe. Hein. Je rappellerai quand même qu'il y a des députés européens, que ces députés européens sont élus, que chaque État élit ses députés, que c'est eux qui font les projets de directive. Alors effectivement, la Commission peut bloquer, ça peut être compliqué, mais Juncker ou pas, oui, il y a un projet. De toute façon, le projet est, j'allais dire en marche, en route, il est dans les tuyaux.
il est dans les tuyaux et effectivement, nous allons bientôt aboutir à une directive qui sera proposée au Parlement européen et qui partira. Donc oui, je pense que le salut viendra de là, Juncker ou pas. Oui, moi je voudrais revenir sur intérêt général et le secret des affaires. Le problème, c'est que il n'y a plus de consensus pour définir l'intérêt général. L'intérêt général, la plupart il y a peut-être un consensus ici dans la salle, mais Macron va parler de l'intérêt général, Fillon va parler au nom de l'intérêt général, Marine Le Pen parle au nom de l'intérêt général, et on ne met vraiment plus du tout la même chose derrière les mots. Même si une immense majorité pourrait se mettre d'accord, mais en tout cas, il y a un immense débat, il y a un bouillonnement dans tous les pays d'Europe, et l'Europe n'arrive pas à fédérer. C'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'elle éclate, il me semble. Le secret des affaires, moi je suis bien d'accord, tout n'a pas à être mis sur la place publique, mais en tout cas, il n'y a aucun secret intime qui ait été gardé. Moi je suis pour la séparation, je suis pas pour une société de verre où tout serait transparent. Je tiens à la vie privée. C'est quelque chose d'extrêmement important, la vie privée. Mais là, en l'occurrence, le secret des affaires, c'est une notion extrêmement discutable, donc à discuter entre nous. Alors, on pourrait ici, à Metz, Denis Robert a eu les pires démêlés avec le Luxembourg tout proche, mais des années de harcèlement par la justice. Il est devenu citoyen d'honneur de la ville de Metz parce qu'il a fait une synthèse de tous ces démêlés au candidat Hollande. Il est devenu citoyen d'honneur à cause de ça. C'était contre la financiarisation et ça a donné le slogan « Mon ennemi, c'est la finance ». 4 ans après, 2016, le Parlement européen, droite française au Parlement européen, avec le PS, a pris des dispositions pour renforcer le secret des affaires. Alors, on pourrait aboutir, ça c'est la question que je voudrais poser, est-ce qu'on ne va pas aboutir au paradoxe de lanceurs d'alerte qu'on protégerait mieux, de manière très formelle, avec un système beaucoup plus verrouillé encore qu'avant, beaucoup plus opaque, alors que c'est exactement ce qu'il faut arrêter. En tout cas, je partage votre point de vue sur le fait que simplement brandir le terme intérêt général ne peut plus suffire. C'est pour ça que j'ai essayé de dire tout à l'heure en conclusion que selon la nature des révélations, ça allait être plus ou moins simple de considérer que c'était une évidence, que c'était dans l'intérêt général. Tout à l'heure, je parlais de surveillance. Vous avez aujourd'hui bien des gens pour qui la ligne a bougé dans leur tête et qui vont vous dire que justement l'intérêt général, c'est de surveiller tous les citoyens, car bien sûr, chacun le sait, si on n'a rien à se reprocher, on peut tout montrer. Ben voyons. Hein. Donc ça, c'est quand même l'argument classique qui montre bien que cette définition peut parfois vaciller, qu'on peut vraiment remettre en cause le fait que le curseur a été placé à un moment donné à un certain endroit et qu'on devrait peut-être aussi le réinterroger. C'est la même chose dans le domaine privé, au sens secteur privé. Hein. Par exemple, pour le secret des affaires, on va aussi brandir la notion de compétitivité des entreprises pour vous dire qu'on ne peut pas simplement être droit de l'homiste, hein, comme ils disent, et penser au nom de grands principes que ça doit cesser l'évasion fiscale, parce qu'en même temps, vous comprenez, si on en fait un petit peu trop, les entreprises vont s'enfuir de notre pays. Donc c'est toujours une affaire, effectivement, d'équilibre, mais tout de même, il y a quelque chose qui reste objectif, c'est le respect des droits humains, car là, on a des bases juridiques. Il y a non seulement une base idéale qui est la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais c'est aussi tout le droit international qui en découle. Et lorsque le lanceur d'alerte révèle une violation de ce droit, là, on ne peut pas tergiverser. Enfin, certains le feront, encore une fois, par cynisme, en disant que pour eux, c'est plus important de protéger une entreprise ou de protéger la sécurité. Et tant pis si on viole les droits humains, mais on se sent quand même dans son bon droit lorsqu'on cherche à convaincre autour de soi le plus largement possible, en prenant encore une fois appui sur les médias, les ONG, etc., pour dire que l'intérêt général reste quand même celui
d'un monde où on protège les droits humains. Donc moi, je ferai une réponse très amnestienne en vous disant que ça, pour moi, c'est indérogeable, mais en même temps, on vit dans un monde réel et on se rend bien compte que certaines lignes bougent pour plein de raisons, parfois extrêmement cyniques d'intérêts économiques, mais aussi d'intérêts diplomatiques. Et on voit bien en ce moment, dans bien de situations, à quel point ça devient plus important que le respect des droits humains, là aussi. Et donc c'est une affaire collective, c'est-à-dire que cette ligne, on doit la protéger ensemble. C'est-à-dire que s'il y a des glissements qui s'opèrent, pour de multiples raisons, c'est aussi parce qu'en face, il n'y a pas assez de résistance. Donc quand on dit que le droit ne s'applique pas, par exemple, c'est parfois tristement vrai, mais c'est aussi à nous tous de ne pas être dans l'apathie par rapport à ça. Lorsqu'un pays comme la Hongrie sort complètement des clous par rapport à son traitement des réfugiés, par exemple, eh bien là, effectivement, s'il ne se passe rien en face, si la ligne est franchie encore et encore sans qu'il ne se passe rien, effectivement, ça ne peut que durer. Donc voilà, je suis à la fois d'accord avec ce que vous avez dit, que dans certaines situations, cette expression intérêt général devient remise en cause et il faut vraiment savoir rétablir les choses. Et en même temps, je pense qu'il y a quand même des choses qui restent des mesures importantes sur lesquelles on peut s'appuyer, telles que le droit international. Voilà la réponse que je ferai. Quelqu'un d'autre veut répondre ? Moi, je voudrais revenir une question en deux volets. C'est la suite de ce qu'on a dit là. Moi, je voudrais comprendre encore mieux pourquoi Amnesty défend certains lanceurs d'alerte et pas d'autres. Pourquoi Snowden, il y a tout un dossier qui est monté pour lui. Pourquoi il n'y a pas pour Antoine et pour notre ami là-bas. Et le deuxième volet, qui est la suite de ce qu'on vient de dire, qu'Amnesty considère que des droits de l'homme sont violés, je pense que c'est dans son ADN, mais cette histoire d'intérêt général, je ne vois pas l'expertise que peut avoir Amnesty sur une question comme ça. Est-ce qu'on va pas on risque de se planter en défendant des gens peut-être qui défendent un intérêt général plus ou moins flou. Moi, je ne me sens pas très à l'aise. Est-ce qu'on pourrait préciser ? Est-ce que Alors, je me permets de rebondir là-dessus parce que ce qui m'interpelle dans votre intervention, c'est que je crois qu'il y a un parallèle à faire entre ce qui s'est produit ces dernières années, à savoir les plans d'austérité, et des pays qui ont été mis en souffrance, en grande détresse économique, qui fait que ce que vous avez fait a profondément choqué l'ensemble de la population européenne par rapport à ce phénomène d'austérité. En sachant que l'évasion fiscale, c'est un truc qui existe depuis très longtemps, enfin ça a toujours existé. À l'âge d'or de la grande industrialisation, ça ne dérangeait personne à partir du moment où les civilisations trouvaient leur compte. J'achète ma voiture, j'achète ma maison, je peux partir en vacances, je ne m'inquiète pas de l'évasion fiscale. Aujourd'hui, on est dans un phénomène qui est en totale contradiction, à savoir qu'on veut développer, encourager la consommation, mais en parallèle, on est dans des évasions fiscales, des plans d'austérité très très sévères qui mettent les gens dans des difficultés extrêmes. Et on est face à cette confrontation sociale, de classe sociale, comme vous le disiez, on ne peut pas ne pas parler de votre affaire sans parler politique et sans parler effectivement de ses responsabilités vis-à-vis des populations européennes. Donc voilà. Alors, donc je vais essayer de répondre à cette première question sur pourquoi a-t-on défendu Snowden, et le défendons encore d'ailleurs, et non pas Antoine. Eh bien, c'est parce que justement, le premier prisme que nous avons pris, puisque c'était un nouveau travail, hein, même si c'est une continuité avec celui qu'on a toujours fait sur le fait de défendre ceux qui défendent finalement les droits humains, c'est ce qu'on appelle les défenseurs des droits humains qu'on a toujours défendu, la liberté d'expression. Donc il y avait une logique, mais dans ce cadre précis de la violation des droits humains. Donc c'était pour ne pas en fait tout faire à la fois. Et donc on a fait aussi, de fait, une distinction entre le secteur public et le secteur privé. Donc là, j'en viens à pourquoi on ne s'est pas emparé de l'affaire LuxLeaks, puisque justement là, ça met en cause
autre chose, hein. Ce n'est pas la question du droit international en matière de droits humains, c'est le droit des entreprises, c'est tout ce qui est confidentialité, secret des affaires, etc. Et donc là, on n'a pas encore l'expertise, tout simplement. Je vais être très honnête avec vous, la réponse, elle est aussi bête que ça. C'est que nous avons progressivement acquis une expertise, y compris dans des domaines, par exemple, tels que celui de la surveillance, hein, tous ces programmes. Maintenant, on fait campagne aussi dans des domaines qui n'étaient pas avant les nôtres, qu'on considère justement comme une continuité des violations des droits humains qui peuvent être faites, y compris en ligne. Donc maintenant, on va s'intéresser aussi à cela. Mais si c'est dans le cadre, par exemple, d'une entreprise qui poursuit un employé, on sait bien qu'il y a des contrats. Antoine le rappelait tout à l'heure, il y a des clauses de confidentialité qui ont été signées par l'employé, etc. Donc tout ce qu'on peut imaginer comme développement, en tout cas c'est personnellement ce que j'appelle de mes voeux, c'est que sans pour autant suivre dans le détail une affaire qui nous dépasserait, dans laquelle on n'aurait pas d'expertise, on pourrait considérer une position de principe qui est celle que ça correspond bien à la définition d'un lanceur d'alerte. Et donc typiquement, aussi bien Antoine que Raphaël, ils l'ont bien exprimé clairement ce soir, c'est bien la question donc d'être désintéressé, de révéler quelque chose qui est soit illégal, soit aux confins de la légalité, puisqu'on parle d'évitement fiscal plutôt que d'évasion. On joue sur les mots, mais c'est important, et que donc parfois c'est pas tout à fait illégal, c'est difficile à déterminer, mais il y a aussi des entreprises qui savent très bien se défendre, qui ont un droit extrêmement complexe. Donc on s'imagine difficilement qu'on pourrait aller dans le détail, hein, avec des chercheurs d'Amnesty International, voir dans chaque entreprise de pays différents dans le monde comment ça se passe. Donc c'est pas très réaliste. En revanche, ce qu'on pourrait faire, c'est dire, au nom de la liberté d'expression et du droit à l'information, considérons que les lanceurs d'alerte font partie des citoyens qui sont a priori à protéger dès lors qu'on a bien fait la distinction avec tout ce qui serait délation, motivée par une vengeance personnelle, par exemple, où là, il s'agirait plus du tout de droits humains, ça serait complètement autre chose, et là, c'est pas du tout notre mission, évidemment, que de cautionner ce genre de choses. Donc c'est pour ça que le terme intérêt général, dans l'esprit d'Amnesty International, n'est pas du tout quelque chose de flou où on pourrait se perdre, parce que pour nous, clairement, la définition d'intérêt général, c'est, encore une fois, je le répète, un monde où les droits humains sont respectés. Donc les traités internationaux qui ont été signés et ratifiés par les États doivent être respectés. Donc typiquement, lorsque on dénonce une surveillance de masse, eh bien c'est l'article 12 de ce pacte international sur les droits civils et politiques qui l'interdit. Lorsqu'on dénonce des crimes de guerre, n'en parlons pas, c'est très clairement interdit par le droit international. Donc voilà, dans ce cas-là, on est absolument dans le champ qui est le nôtre. Il n'y a aucun risque de dérapage, aucun risque de sortir du champ. En revanche, la complexité énorme du fait de la diversité des secteurs, comme je le disais, et de la diversité des législations, ça, on a bien conscience de cela. Donc c'est pour ça qu'on ne va pas aller bille en tête dans toutes les directions. Amnesty International tient beaucoup à sa crédibilité, comme vous le savez sûrement ici. Et donc c'est pour ça qu'on y va pas à pas et que c'est important de le faire ainsi. J'espère que j'ai répondu à votre question. Okay. D'autres questions ? Pardon. Juste un petit mot, il faut bien voir sur cet aspect d'intérêt général, on est bien d'accord. Et puis, honnêtement, Amnesty n'a pas, de toute façon, je ne veux pas catégoriser, je ne veux pas hiérarchiser les lanceurs d'alerte, mais Amnesty International n'a pas vocation, je pense, à défendre tous les lanceurs d'alerte. Je rappellerai quand même que la base du statut de lanceur d'alerte et le premier texte qui existe en France, c'est tout simplement une protection du salarié dans son entreprise. La Cour de cassation, chambre sociale, a mobilisé ce concept de lanceur d'alerte pour empêcher le licenciement abusif d'un salarié qui révélerait tout simplement qu'un de ses collègues n'est pas en sécurité dans son lieu de travail parce qu'on ne respecte pas les conditions d'hygiène, de sécurité, etc., etc. Je ne vois pas Amnesty International se mobiliser sur chaque cas en entreprise comme celui-ci. Pourtant, il a bien le statut de lanceur d'alerte. Il est reconnu par la Chambre sociale, Cour de cassation, lanceur d'alerte. Et ça permettra au bout du système judiciaire et au bout des procédures judiciaires de considérer que s'il y a licenciement sans cause réelle et sérieuse. Un tout dernier point, l'intérêt général, il ne faut pas aller chercher très loin. On se rend vite compte, au vu du matériau
qui a été diffusé, si on est dans l'intérêt général ou pas. C'est clair que si vous vous rendez compte que votre cafetier vous a pas délivré de ticket de caisse, et puis peut-être qu'il fait un peu de blague, si vous allez mobiliser le statut, vous n'êtes plus un lanceur d'alerte, vous êtes un délateur, quelque part. Il faut quand même mettre le critère. Quand on parle d'intérêt général, on parle d'un intérêt général flagrant. On ne va pas s'amuser à tous aller dénoncer le voisin qui n'aurait pas déclaré une annexe de son pavillon ou qui n'aurait pas déclaré 1000 € sur sa déclaration fiscale. Donc il faut bien voir de quoi on parle. L'intérêt général, c'est véritablement quelque chose qui... Ça rejoint un peu les droits humains. C'est quelque chose qui est tellement énorme que ça engage nos sociétés, nos civilisations. Là, je rappelle LuxLeaks, il y a 80 milliards, ça a été évalué, il y a 80 milliards par an qui échappent à l'État français. C'est le budget de l'éducation nationale. Vous imaginez bien qu'on ne va pas aller s'amuser à savoir si on est dans de l'intérêt général ou pas quand on dénonce des pratiques qui nous empêchent de financer toute l'éducation nationale pour une année. C'est clair. Juste pour ajouter à ce qu'elle disait Madame, c'est tout à fait juste de mettre en fait en relation cette affaire LuxLeaks, évasion fiscale, avec l'austérité, parce que c'est vrai que ça a été un argument très prégnant dans la presse à ce moment-là, dans les médias, qui était de mettre en relation effectivement cette affaire de révélation de fraude fiscale, parce que là aussi on peut... L'affaire n'était pas légale, quoi. Ce qui se faisait au Luxembourg n'était pas légal du tout dans ce domaine-là. Et c'est vrai qu'on l'a tous mis tout de suite en relation avec cette affaire d'austérité, c'est-à-dire on nous demande de nous serrer la ceinture et de l'autre côté on laisse les multinationales ne pas payer d'impôts du tout, quasiment, quoi. Juste un mot très très bref, c'est... Enfin, évidemment, il faut protéger les lanceurs d'alerte. Après, bon, il y a tout un débat, je ne veux pas rentrer dedans. Enfin, j'ai mes propres convictions, mais elles ne valent pas plus que celles de n'importe qui dans la salle. Par contre, enfin, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue l'objectif que, certes, protéger les lanceurs d'alerte, c'est bien, mais l'idéal, à ne pas perdre de vue, c'est de ne plus avoir besoin de lanceurs d'alerte. Non, mais ça, c'est quelque chose que vous avez souligné tout à l'heure, c'est que, voilà, enfin, on est quand même dans une société de plus en plus opaque, notamment avec le secret des affaires, et ça, je pense, c'est quand même une idée qu'il faut garder en tête, quoi, que si les institutions fonctionnaient correctement, il n'y aurait pas besoin de lanceurs d'alerte, et c'est ça vers quoi il faut tendre. En fait, le lanceur d'alerte est là parce qu'il y a dysfonctionnement au départ, effectivement. C'est le canari dans la mine, c'est ça? Pourquoi n'attaque-t-on pas le problème de l'évasion fiscale par le biais de la distorsion de concurrence? C'est comme ça que la Commission européenne l'attaque, c'est-à-dire qu'actuellement les pays qui, notamment dans le cadre de l'affaire LuxLeaks, de ces révélations-là, sont attaqués, que ce soit l'Irlande, le Luxembourg, notamment le Luxembourg, il y a plusieurs procédures en cours sur Amazon, Fiat, Engie dont l'actionnaire principal est l'État français, donc qui faisait de l'évasion fiscale au Luxembourg. C'est bien sous l'angle de la concurrence que c'est attaqué, parce que c'est la commissaire à la concurrence, qui est actuellement Margrethe Vestager, qui effectivement introduit les procédures et puis les recours contre les pays. Donc c'est bien sous l'angle de la concurrence, quoi, que c'est attaqué. Moi j'ai une petite remarque. La directive sur les nitrates, en fait l'histoire s'est arrêtée au mois de décembre. Donc la France a trouvé un accord avec la Commission européenne. En fait ce qu'il faut dire, c'est que quand les directives ne sont pas directement adoptées, ça prend 2 ans. Ensuite, il y a des procédures d'infraction qui s'ouvrent, etc. Ça peut être très très long. La réalité, c'est qu'à la fin, aucun État n'a jamais payé les amendes auxquelles il a été condamné, parce qu'il y a une sorte d'accord non écrit entre les ministres des différents États membres qui font que jamais ces amendes ne sont payées. Sur la question, juste avant de la dame, j'ai aussi juste une toute petite remarque. Pourquoi est-ce qu'on n'attaque pas sous l'angle de la fiscalité? C'est pas dur, c'est parce que tous les États favorisent l'évasion fiscale, mais à des niveaux différents. Je vous donne juste un tout petit exemple pour vous expliquer ça. En fait, tous les États membres ont droit à avoir 3 taux de TVA réduits. Et ils ont la liberté de les utiliser comme ils veulent pour faire de la politique intérieure. Alors je vous donne un exemple, comment il est utilisé. On a beaucoup parlé de la TVA réduite sur la restauration et l'hôtellerie. En fait, à quoi elle a servi? Elle a servi parce que les équipes de campagne de Jacques Chirac s'étaient aperçues qu'ils avaient une clientèle électorale dans ces secteurs d'activité et ils ont demandé à bénéficier d'une TVA réduite sur ce secteur d'activité pour pouvoir faire de la politique.
Voilà. Et tous les États membres font autant. C'est pour ça qu'on a beaucoup de difficultés à attaquer la problématique comme ça. J'en viens à ma question. Oui, pardon, je suis Thierry Labro, mais que je sois journaliste, en fait, c'est pas très intéressant parce que je suis aussi citoyen et c'est pour ça que je suis là. Je suis pas là en tant que journaliste. Mais j'ai peut-être d'autres relations avec la question européenne. Maître Collin, moi j'ai une autre question en fait. On n'en a pas parlé du tout, mais pendant qu'on discute d'une directive qui protégerait les lanceurs d'alerte, le Parlement a déjà adopté une autre directive sur le secret des affaires qui en fait, moi je l'ai lue, je viens de la relire pendant que les gens parlaient et je comprends toujours pas si un lanceur d'alerte, donc par exemple Antoine, je comprends toujours pas si dans le cadre de la directive du secret d'affaires il serait condamné ou pas. Et en tant que journaliste, c'est-à-dire Fabien ou moi par exemple, je ne comprends toujours pas non plus si nous, on pourrait être condamnés en parlant des secrets d'Antoine. Est-ce que vous pourriez me dire où est-ce qu'on en est? Cette directive, elle rentrera en vigueur normalement en juin 2018. Ça aussi, je vous le dis parce que c'est très intéressant de voir que pendant qu'on discute de protéger les lanceurs d'alerte, les businessmen, eux, ils ont déjà arrangé qu'on renforce la directive sur le secret des affaires. Ça, c'est déjà passé, les discussions ont eu lieu, aucun politique vous en a parlé. Hein. Tout ça... c'est réglé. Et qui a voté ça? Parce qu'il faut savoir comment ça marche. C'est des députés européens qui ont écrit le texte. Ensuite, ça passe dans des commissions où ils sont tous d'accord. Puis ensuite, c'est voté en plénière où il y a une majorité politique. Hein, donc là, en ce moment, je me souviens plus, Fabien, mais c'est probablement une majorité conservatrice. Ouais, c'est conservateur. Hein. Donc la majorité a voté ce texte. Et puis ensuite, le texte passe au mémorial. Et puis les États membres ont 2 ans pour l'adopter. Ils vont pas traîner les pieds, vous verrez, sur cette directive. Bizarrement, l'administration française, l'administration italienne et les autres vont se débrouiller pour que très vite cette directive soit adoptée. Mais ça, est-ce que vous avez entendu quelqu'un vous en parler? Non. Alors ma question, maître, c'était cette directive, en fait, puisqu'on a 2 directives européennes qui vont dans des directions complètement différentes, laquelle prend le dessus sur l'autre? Déjà, dans un premier temps, je ne partage pas du tout votre opinion. Hein, quand vous me dites que tous les pays européens se livreraient aux mêmes pratiques que le Luxembourg, il y a un moment où il faut arrêter de déconner. C'est-à-dire que qu'on n'ait pas d'harmonisation fiscale, d'accord, que chacun puisse faire un peu ce qu'il veut chez lui, c'est-à-dire appliquer un taux d'impôt sur les sociétés de 3, 4, 5%. Pourquoi pas? Il n'y a pas d'harmonisation, il n'y a pas d'harmonisation. On n'a pas harmonisé les textes. Mais qu'on aille créer des coquilles vides, qu'on aille mettre des immeubles avec 2500 boîtes aux lettres sur le même immeuble, avec 0 salarié, et que des sociétés comme Amazon puissent aller vendre dans toute l'Europe et rapatrier tous ces bénéfices au Luxembourg, c'est pas exactement la même chose. Donc non, tous les pays européens ne pratiquent pas comme pratique le Luxembourg. Il y a quand même 2 poids 2 mesures et on n'est pas tous dans l'évasion fiscale parce qu'il n'y aurait pas d'harmonisation. Ok, il n'y a pas d'harmonisation, mais ce qu'a fait le Luxembourg, c'est quand même le pompon. On ne peut pas comparer. On peut pas comparer. Maintenant, en ce qui concerne la directive du secret des affaires, pour répondre clairement à votre question, non, je ne pense pas. Si on applique cette directive, qu'elle va dans le bon sens, c'est clair, mais cette directive est là sur le secret des affaires. On a essayé donc de mobiliser tout ça pour sécuriser un maximum effectivement les affaires, le business. On y a créé, je ne sais pas exactement pourquoi, ce n'était pas le lieu de le faire, mais on a créé un petit texte sur les lanceurs d'alerte. Et effectivement, la manière dont on a défini le lanceur d'alerte dans cette directive, non, ne protégerait pas ni M. Deltour ni M. Allais, et ils auraient pu être condamnés sur la base même de cette directive. J'irai même encore un tout petit peu plus loin. C'est que le premier juge au Luxembourg s'est servi de cette directive qui était dans les tuyaux pour dire « Vous voyez, moi je regarde la directive secret des affaires, ben, si je l'appliquais alors qu'elle n'est pas encore applicable, ben, je ne pourrais pas protéger M. Allais et M. Deltour. » Donc non, effectivement, cette directive ne protège absolument pas les lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, je vous parle effectivement d'un projet, mais je ne sais pas, je ne suis pas devin. Je ne sais pas comment, puisque la directive qui est en théorie en discussion, en préparation, est une directive, parce que la directive secret des affaires, c'est secret des affaires, point. Les lanceurs d'alerte n'avaient quasiment rien à y faire, si vous voulez. Il y a un moment où on est en train de définir une directive protection du lanceur d'alerte tout court. Ça ne consistera qu'en cela.
Je pense qu'on va redéfinir les critères de la Cour européenne des droits de l'homme et qu'on va les affiner et qu'on va faire une véritable directive. Alors maintenant, comment ces deux directives vont se percuter ? Eh ben, ouais, il y a un risque que ça se percute, effectivement. Et qu'on va en revenir toujours au même, puisque je le rappelle, et c'est ce que fait déjà la Cour européenne des droits de l'homme, vous avez un curseur. Secret des affaires, intérêt général. On met un curseur à un moment, et quand vous me dites ces deux directives vont se percuter, elles vont se percuter, comme se percutent déjà aujourd'hui et comme se percuteront toujours. L'intérêt de l'employeur à voir ses secrets protégés et l'intérêt général à être protégé. Donc après, il faut y mettre le curseur, il faut voir la teneur des informations qui sont révélées, que vaut le secret professionnel, le secret des affaires face à un scandale comme l'évasion fiscale. Rien. Quand on est en train de parler de 80 milliards qui s'échappent. Par contre, que vaut ce secret professionnel, cette confidentialité et ce secret des affaires face à... Il y aura toujours des discussions face à des... Je n'irai pas jusqu'à malversation, mais face à des dysfonctionnements révélés, qui seraient véritablement des dysfonctionnements, on rediscutera toujours de l'intérêt général, on le mettra toujours en balance avec l'intérêt de l'employeur, et il faudra calibrer au cas par cas. Non, nous n'aurons jamais une directive qui, lorsqu'on aura révélé des faits, sera pendue, et où le juge n'aura plus qu'à vous dire, bon, directive, ok, vous êtes acquitté, vous êtes relaxé. Ça n'existera jamais, mais ça n'existe jamais nulle part. Lorsque l'on vous accuse de vol, on va discuter les articles du code pénal pour voir si, en fonction des critères de la loi et au vu de l'appréciation du magistrat, on peut vous relaxer ou pas. Et bien là, on va avoir deux directives qui s'affronteront. Je pense que la directive qui s'appliquera véritablement, c'est la directive de protection du lanceur d'alerte. Elle rentrera en contradiction avec la directive du secret des affaires, et à un moment, vous aurez un magistrat qui sera là pour juger, apprécier, c'est son boulot. Il n'est pas là pour qu'on lui ponde des textes en lui disant dès qu'on vous en présente un, vous devez le relaxer ou pas. Un procureur qui dira je poursuis ou je classe, et il y aura toujours des arbitrages sur des textes qui s'affrontent et qui sont contradictoires. C'est comme ça, c'est la base du droit. Vous avez toujours des intérêts et des lois qui s'affrontent, qui viennent se frotter. On fait un arbitrage, c'est le rôle du magistrat. Ok, merci. J'ai encore juste pour répondre à la question sur est-ce qu'on peut être attaqué dans le cadre de cette directive secret des affaires. Cette directive, elle a été faite contre la presse, contre les médias au départ, quoi. C'est-à-dire qu'elle est clairement destinée à museler les médias sur tout ce qui concerne les business des entreprises, et puis bon, ça en dit beaucoup aussi sur où se trouve le pouvoir aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire qu'il se trouve clairement du côté des entreprises, qui était derrière cette directive et qui visait nommément la presse. Alors c'est vrai qu'elle a été adoptée, je crois, presque en plein procès, je crois, LuxLeaks, alors ça a percuté comme ça, quoi. Mais à la base, c'est bien la presse qui est visée par les entreprises qui n'ont plus envie qu'on parle de leurs petites affaires, de leurs grandes affaires, etc. Merci. Bonjour tout le monde, juste une petite question simple et rapide. Déjà, effectivement, parler fiscalité, c'est un peu au-dessus de moi, donc je ne vais pas en parler, ça va être assez simple. C'est adressé à Raphaël et à Antoine. C'est juste pour savoir, bon oui, j'ai un masque au-dessus de la tête, pour ceux qui connaissent le mouvement Anonymous, savent que je soutiens ce genre de personnes, nous soutenons ce genre de personnes, Snowden, Assange, Manning, dont on vient de parler. Moi, j'aimerais juste une petite question simple. La réaction, les conséquences, la réaction du peuple, en fait. Est-ce que vous imaginiez une réaction telle qu'elle est, c'est-à-dire, il faut dire ce qui est minimum, quoi. Je suis allé soutenir Raphaël à Metz il y a un mois de ça, ou je sais plus, on était 50, quoi. Et au vu des scandales dont on parle depuis tout à l'heure, de l'inactivité ambiante, moi, personnellement, je trouve hallucinant une réaction si petite. Alors vous, qu'attendiez-vous comme réaction du peuple ? Et êtes-vous déçu ou content ou voilà. Moi, personnellement, je suis révolutionnaire. Le moindre truc qui, moi, perso, me déplaît, je suis dans la rue, quoi. Et là, pour ce genre d'affaires, que ce soit LuxLeaks, que ce soit les Panama Papers, que ce soit le scandale dénoncé par Edward Snowden, ou Manning, ou Assange, Wikileaks, Assange qui dort depuis 3 ans il dort depuis 3 ans dans la même maison dont je ne sais plus le nom, bref. Voilà l'ambassade d'Équateur, merci. Voilà, est-ce que vous imagineriez
est-ce que vous imaginez une réaction telle qu'elle est, c'est-à-dire à la limite de la platitude, quoi. Pour moi, un truc comme ça, c'est tout le monde dans la rue, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? La réaction du peuple. Merci. Le manque de mobilisation qui répond. Ce serait hyper prétentieux de dire qu'on est déçu par l'attitude des citoyens en général. Je ne sais pas ce que tu en penses, hein. Moi je vais parler qu'en mon nom, mais du coup, moi c'était déjà inespéré par rapport à la démarche de départ. C'est quand même... déjà, s'asseoir dans son canapé et voir que sur France 2, il parle d'un truc qui, moi, m'a torturé le cerveau pendant 2 ans où je travaillais au Luxembourg. J'étais déjà super content que quelques centaines de milliers ou millions de personnes soient au courant du problème. Donc déjà ça, c'était génial, de mon point de vue. Et après, et ça, c'était le cache investigation en 2012. Et après, tout ce qui s'est passé par la suite, c'était un truc de dingue. Donc ça, c'est quand même... déjà, les citoyens qui font l'effort de s'informer connaissent le problème. Et ça, c'est déjà énorme. Après, la réaction, il y en a eu des réactions. Comment dire oui, voilà, il faut quand même souligner les comités de soutien qui existent et qui comptent énormément, déjà de manière très concrète, pour financer les frais d'avocat, mais aussi pour apporter un soutien moral dans les moments difficiles, mais aussi pour faire de l'information. Voilà, on envoie des lettres d'information, on relaie une page Facebook, etc. C'est quand même utile. Et après, c'est vrai que les réactions citoyennes... je ne suis pas en position de les juger, en fait, c'est plus ma responsabilité, quoi. Moi, en tout cas, c'est beaucoup plus que ce que j'espérais. Et voilà. Il y a aussi le monde qu'il y a ce soir, hein. Merci. Non, je crois que c'est une question difficile parce que, évidemment, on voudrait que tout le monde, comme le disait Antoine, que tout le monde se bouge, qu'on ne soit pas quelques centaines de milliers, mais des millions à réagir. Maintenant, on a... chacun a ses problèmes, comme je le disais tout à l'heure, chacun a sa vie personnelle. Ne peuvent réagir que ceux qui veulent bien voir autour d'eux. Si vous ne voulez pas regarder les droits humains, la torture, la persécution, vous ne regardez pas. Tant pis pour ceux qui sont persécutés. Mais si vous vous intéressez un peu à ce qui se passe autour de vous, en regardant Cache Investigation ou en lisant le quotidien luxembourgeois, par exemple, qui est un excellent journal, forcément, au bout d'un moment, vous allez avoir une ouverture d'esprit. Donc, au bout d'un moment, vous allez vous intéresser à ce qui se passe autour de vous. Ça peut être l'évasion fiscale, la santé, l'environnement ou n'importe quel sujet. Je pense que le plus terrible, Amnesty International en parlera peut-être mieux que moi, mais le plus terrible pour quelqu'un qui est face à un scandale, c'est le silence qui est en face. C'est-à-dire savoir que vous êtes tout seul dans votre coin, encore plus si vous êtes dans une cellule à l'étranger, que personne ne réagit, que personne ne bouge, ça c'est terrible. Après, dès qu'il y a quelqu'un qui bouge, qui agit, qui informe un minimum, c'est déjà une petite étincelle. Elle peut prendre, ça peut devenir un énorme mouvement. Panama Papers, c'est ça, c'est encore plus gros que LuxLeaks en termes de médias. Ou alors ça peut ne pas prendre. Dans ce cas-là, il faut ou des ONG ou des citoyens qui s'engagent un peu, qui prennent un peu de risques, qui donnent un peu de leur temps, de leur argent, de leur énergie, en fonction de ce qu'ils peuvent, pour que ça bouge. Après, c'est toujours difficile. Moi, je sais que personnellement, sur Facebook, parce que je sais que tu me suis, j'ai fait quelques vidéos récemment. Il y a des vidéos qui sont assez techniques ou assez pointues, qui ne marchent pas très bien. Et puis, de temps en temps, on ne sait pas pourquoi. Il y en a une qui explose, qui fait des millions de vues. Et on se dit, tiens, là, j'ai touché quelque chose. Les gens réagissent quand même. C'est la preuve que tout n'est pas perdu. Moi, je crois pour compléter, c'est ce que je disais au début, l'affaire LuxLeaks, il y avait eu Bahamas Leaks avant, il y avait eu Swiss Leaks, il y avait eu Offshore Leaks, il y avait eu les Panama Papers après. Tout ça, alors bon, les gens ne savent pas précisément de quoi on parle, techniquement, fiscalement, à quoi ça correspond, mais ça a créé un bruit de fond général sur la fiscalité, sur l'injustice fiscale, qui fait que les choses ont effectivement bougé politiquement. Pour parler des rulings au Luxembourg, aujourd'hui, ce n'est plus si simple du tout. Enfin, ce n'est plus aussi simple que ça l'était. Apparemment, on serait même en position d'arrêt actuellement. Bon, après, il ne faut pas rêver. Les multinationales n'ont pas dit sagement, bon, on arrête, on ne recommencera pas. Ils font autre chose. Mais ça devient plus compliqué quand même à chaque fois, quoi. Juste une petite chose, justement, à propos de est-ce que les choses bougent ou pas. On parle beaucoup de lois, de directives européennes, de tribunaux, etc.
Là, bon, je n'aurais pas la prétention de dire que c'est grâce à ce qu'on a fait, mais il y a une bonne nouvelle, pour terminer sur une bonne nouvelle, c'est que si vous voulez dénoncer de la fraude fiscale internationale, pour résumer, c'est ce qu'on a fait avec Antoine, que vous êtes français, l'État français, depuis jeudi dernier, peut vous aider et vous rémunérer. Il y a un décret qui est paru au journal officiel en catimini, que personne ne parle, jeudi dernier, qui dit, sous certaines conditions, il faut être français, etc. Il faut que les faits soient avérés, évidemment. Vous pouvez être aidé et rémunéré. C'est dommage, ça ne marche qu'à partir du 1er janvier 2017, et pas à l'époque où on l'a fait. Une autre bonne nouvelle aussi, puisqu'on parle de la mobilisation nécessaire et la différence que ça peut faire, il faut savoir aussi que parfois les gens ne savent pas quoi faire. Donc il faut aussi penser non seulement à avoir des messages clairs et à aider les gens à s'emparer de ces questions et en comprendre les enjeux, mais il faut aussi proposer des choses. Bon, comme vous le savez sûrement, Amnesty International, c'est souvent la pétition, y compris en ligne. Donc on a vu par exemple dans le cas de Manning ou de Snowden, ça a été particulièrement impressionnant, la mobilisation des gens, des événements dans la rue, des conférences, des débats autour de films, etc. Eh bien, on a quand même obtenu la libération de Chelsea Manning, qui va sortir très prochainement de prison. Donc ça, c'est quand même une grande nouvelle, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand même 35 ans de prison qu'elle risquait de passer. Bon, pour Snowden, malheureusement, on n'a pas réussi à obtenir la grâce, mais il n'est tout de même pas en prison, d'une part, et puis il se sait extrêmement soutenu. Il continue à avoir une activité très intense, donc il y a quand même du sens dans ce qu'il a fait. Et je pense que c'est ça l'important, c'est qu'il se rend quand même compte que ça a fait vraiment prendre conscience à beaucoup de citoyens qui n'en avaient jamais eu la mesure. Cet enjeu de surveillance a été quand même un petit peu comme on le disait à l'instant pour l'évasion fiscale, à la fois quelque chose de complexe qu'on aurait du mal à expliquer dans le détail, mais à la fois quelque chose qui est un peu comme un bruit de fond, quelque chose qui est présent dans l'esprit des gens, et il ne faut pas lâcher. C'est-à-dire que c'est vraiment mois après mois, année après année, qu'il y a un travail de pédagogie à faire, un travail de mobilisation constant, et c'est comme ça qu'on peut espérer, encore une fois, que les personnes qui ont pris de tels risques ne se disent pas « si j'avais su », je ne l'aurais pas fait, mais au contraire qu'elles se disent « heureusement que j'ai eu le courage de le faire », car il y a des lois qui ont changé, car il y a eu quand même des décisions prises, par exemple dans le cas de Snowden, l'entreprise Verizon, qui était donc une entreprise qui se permettait de collecter les métadonnées, à savoir qui appelle qui, pendant combien de temps, de quel appareil vers quel appareil. Donc ça, ils ont tout de même reconnu que c'était anticonstitutionnel, ils ont cessé de le faire. Pour la surveillance en ligne, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on brandit sans cesse le terrorisme, alors qu'en fait, c'est aussi pour espionner, pour des intérêts diplomatiques et économiques, aussi bien voir ce qui se passe dans la négociation de EADS, par exemple, ou voir ce que dit Angela Merkel sur tel deal, etc. Donc il y a beaucoup d'hypocrisie aussi à brandir uniquement les questions sécuritaires, mais il n'en reste pas moins que c'est extrêmement compliqué de faire renoncer aujourd'hui la NSA et bien sûr le gouvernement américain à de telles pratiques, parce que aussi on a du mal à convaincre les citoyens que c'est important de remettre ça en cause. Donc moi j'en reviens à ce que vous disiez, monsieur le révolutionnaire, qu'effectivement c'est à nous de nous emparer de ça. On ne peut pas simplement dire que c'est affreux, horrible, choquant, etc. Il faut vraiment non seulement s'indigner, mais agir. Donc il y a des ONG qui vous servent aussi à ça, il y a la presse qui sert à mieux s'informer, il y a les avocats qui sont là pour vous défendre si jamais on se trouve dans une situation complexe comme celle d'Antoine et Raphaël. Donc on a quand même des outils, mais il faut aussi de l'énergie, du temps et l'envie de le faire, quoi. Donc j'espère que déjà vous qui êtes là, c'est pas pour rien. Moi je suis ravie de voir une salle aussi pleine un vendredi soir. Je trouve que c'est déjà un bon signe. Et on voit bien aussi sur Internet que quand même beaucoup de gens ont envie de s'informer, ont envie que les choses changent. Et c'est simplement qu'il faut que ça soit dans la durée. Il ne faut pas que ça retombe. Donc on compte sur vous aussi pour maintenir cette pression-là. Voilà. On prend la dernière intervention. Je vous demanderai juste de vous la faire. Je vais essayer de faire dans le sympathique pour conclure. Mais oui, j'ai une question pour vous. Oui, j'ai vu votre vidéo qui a interpellé M. Macron sur son programme, sur la question de l'évasion fiscale. Vous n'aviez rien trouvé. Est-ce qu'il vous a répondu? On est d'accord.
Et puis, une autre petite chose, mais je me dis, 80 milliards en France, à l'échelle européenne, on est à 1000 milliards, il me semble. C'est vrai qu'on est peu dans la salle, quand même, malgré tout, pour 1000 milliards à l'échelle européenne. On a effectivement peut-être peu de réactions individuelles, parce que je crois, parce que c'est ce que je ressens personnellement, en tant que citoyen, on est un peu impuissant par rapport à cette dimension financière qui nous dépasse complètement, qui sont hors réalité. Mais je crois que vous avez quand même réussi à avoir un impact incroyable dans la réaction que les gens ont eue dans l'élection française. On l'a vu, il y a eu une explosion des partis, une espèce de rejet d'une classe politique qui paraissait dépassée. Mais je crois que c'est la conséquence aussi de toutes les informations qu'on a reçues. Et à titre individuel, on ne peut pas forcément avoir beaucoup de réactions, mais à une échelle nationale, on peut avoir des réactions qui peuvent être en décalage par rapport à ce que vous pouvez ressentir comme soutien personnel, mais une réaction qui s'applique effectivement dans le mouvement général. Alors ça ne va pas conclure parce que je suis mauvais. Et je suis pas sûr que ça réponde à la question. Enfin, je ne sais même pas s'il y a une question, mais bref. Oui, non, mais bref, ce que je voulais réagir, c'est qu'il y a effectivement peut-être un sentiment d'impuissance au niveau de la réaction politique. Alors, c'est sûr que la pression citoyenne peut y contribuer par l'information, par les pétitions, par l'interpellation directe d'élus. On peut essayer d'œuvrer sur le processus politique, mais qui est extrêmement lent. Et c'est pour ça que ces scandales à répétition présentent le risque, malheureusement, de lasser l'opinion, parce qu'on voit que les choses évoluent quand même très très lentement, surtout au niveau international. Après, il y a quand même, on n'est pas totalement impuissant, il y a aussi une action plus citoyenne. C'est-à-dire que sur le sujet de l'évasion fiscale, il y a des gens qui vont réquisitionner des chaises dans des banques, qui après passent devant des tribunaux pour ça, et je pense qu'ils méritent d'être soutenus. Il y a aussi la possibilité, dans ces choix de consommation aussi, de ne pas recourir à ces McDo qui échappent à l'impôt via différentes juridictions. Jusqu'à présent, c'était le Luxembourg, mais maintenant, ils ont décidé d'aller déménager ailleurs, parce que grâce au Brexit, le Royaume-Uni est plus avantageux. Enfin voilà, c'est ça la logique de ces boîtes-là, et on peut décider d'aller acheter un sandwich ailleurs, chez un petit restaurateur indépendant qui, s'il arrive à faire des bénéfices, payera des impôts dessus, ce qui n'est pas le cas de McDo, quoi. Et ça, c'est qu'une piste d'action, mais je veux dire, on a quand même aussi une responsabilité en tant que citoyen, en tant que consommateur, et on n'est pas, il ne faut pas reporter trop attendre de nos élites qui ont aussi, parce qu'il y a aussi des élus qui sincèrement ont envie de changer les choses et qui se sentent impuissants par manque de soutien populaire. Et voilà, ça conclut très mal, mais c'est pour ça qu'il y a besoin de cette pression de la base pour aussi booster les élus. En clair, ce qu'on est en train de dire aussi, c'est que tout citoyen n'est pas obligé d'être passif. Au contraire, on lui demande d'être actif. Tout citoyen décide comment il décide de vivre au quotidien, quoi. Je pense que c'est aussi clair que ça. Donc, on conclut là-dessus. Je suis désolée, là, il est... Un instant, je vais vous passer le micro juste parce qu'il y a des gens qui s'en vont. On va juste vous rappeler par rapport aux dons, vous pouvez les faire ici, vous pouvez faire sur site internet, qu'on va vous rappeler l'adresse parce que des personnes m'ont demandé. Donc il faut aller vraiment très très vite parce que là il est 22h et on n'a pas toutes les autorisations pour conclure. Donc si, voilà, je laisse Anne gérer ça, cette fin de passation. Mais après on arrête, je suis désolée monsieur. Très très vite, ça me semble très très important ce que vous dites, c'est-à-dire les choix individuels, mais il me semble absolument primordial de les ancrer dans du collectif. Sinon, ça va être voué vraiment à l'échec. Et ça rejoint ce que demandait monsieur derrière, c'est comment on fait. Quand on voit la somme de luttes à mener actuellement, si on est sur tous les fronts tout seul, on va s'épuiser. Et déjà, les militants en général sont déjà sur plusieurs fronts, donc il est absolument nécessaire de faire la synthèse justement de toutes ces luttes. Et il y a des mouvements, je pense à Basta par exemple sur Metz, qui fait le rassemblement entre différentes luttes. Et quand je vois par exemple que pour les législatives, il y a 7 ou 8 comment on va dire, partis
de gauche de la gauche qui se présentent sur les mêmes circonscriptions. Enfin, arrêtons les conneries, quoi. Mettons-nous ensemble, peu importe qui sera la tête de liste. Voilà. Merci beaucoup. Je vais juste rappeler que l'évasion fiscale, c'est un aspect criminel en Afrique. Merci beaucoup, monsieur. Merci à tous d'être venus ce soir et d'avoir participé à ce débat. N'oubliez pas, si vous voulez soutenir les comités des lanceurs d'alerte, vous pouvez juste en... Merci.